Bonsoir, bienvenue à cet échange comme tous les soirs sur Info TV. C'est le grand soir qui commence. Notre causerie ce soir va s'intéresser aux projets destinés à la promotion de la jeunesse dans notre pays, ceux qui sont logés dans les départements ministériels, pour essayer de comprendre s'ils sont pas suffisants, ces projets-là, peut-être pour comprendre l'exode massif ou le mouvement migratoire vers le Canada et beaucoup d'autres cieux aujourd'hui. Est-ce parce que les politiques gouvernementales en faveur des jeunes ne portent pas des fruits qu'ils ont décidé de partir? On aura pendant la causerie des éléments clés et concrets sur la grande mobilisation du gouvernement au profit de la jeunesse camerounaise pour comprendre pourquoi la balance semble pencher vers le départ à tout prix et à tous les prix. Nous aurons des jeunes justement qui sont responsables dans des partis politiques, qui sont analystes sociaux politiques, qui sont dans la communication, mais également qui s'occupent de volets importants tels que le fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs. Vous voyez déjà que même à la présentation, on a déjà le premier élément de réponse pour ce qui est fait pour les jeunes. Et Yves Yemte, je crois que c'est comme ça qu'on prononce là. Oui, Yves Yemte, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes justement à la tête de ce département du fonds de garantie des jeunes entrepreneurs, en abrégé FOGA Jeunes. Quand on dit fonds de garantie, on suppose qu'il y a beaucoup de l'argent là-bas, c'est ça? Bon, merci déjà, très cher monsieur Jean-Jacques Zé, pour l'invitation. Je débuterai d'abord mes propos par saluer mes companélistes, également vos téléspectateurs de l'émission Le Grand Soir ce soir. Alors, le Grand Soir vous accueille. Le Grand Soir vous demande si c'est vous qui gérez l'argent. Quand on dit fonds, c'est qu'il y a des fonds. Ok, bon, je pense que lorsqu'on parle de fonds de garantie, c'est ce qui saute à l'œil nu, que nous gérons un fonds qui a des finances qui sont mobilisées pour accompagner la jeunesse à résoudre les obstacles qu'ils rencontrent en matière de croissance, en matière de démarrage de leur activité et en matière de développement. Le fonds de garantie, pour ce qui est du fonds de garantie, est un instrument gouvernemental qui vise à faciliter l'accès au crédit bancaire classique. Donc c'est un instrument gouvernemental qui apporte des services financiers et non financiers en vue de faciliter l'accès aux jeunes qui souhaitent déjà en activité, parce que les banques s'intéressent à des jeunes qui ont déjà constitué des actifs. Donc ce fonds vient en appui pour leur permettre de mobiliser un ensemble de garanties qui sont parfois inaccessibles pour la jeunesse, qui est une cible spécifique. Parfois, les jeunes n'ont pas de titre foncier, parfois, ils n'arrivent pas à mobiliser tous les collatéraux. Ce fonds vient donc réduire tous ces obstacles-là afin de leur permettre de pouvoir bénéficier du crédit bancaire classique, parce qu'il est celui-là qui a le plus grand nombre d'impacts en matière de financement. On ne va jamais prendre le financement public comme le financement le plus important. C'est le secteur privé qui développe un pays et il est important pour l'État de faciliter donc l'accès aux jeunes à ce. Alors, vous êtes un facilitateur, mais vous ne donnez pas les fonds. En réalité, vos fonds servent à faciliter l'accès au financement, mais vous ne donnez pas le financement. Effectivement, voilà. Il est logé où, le fonds? Dans quel ministère? Le fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs est logé au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, et qui est un fonds instruit par le chef de l'État lors de son adresse à la jeunesse depuis le 10 février 2022. Et ce fonds a été réitéré, la création de ce fonds a été réitérée par le chef de l'État lors de son discours le 10 février 2023. Et pour répondre à la sollicitation du chef de l'État à l'adresse de la jeunesse qui demande qui exprime un besoin en financement bancaire, le ministère de la Jeunesse, en tant que département gouvernemental qui s'occupe des problèmes de jeunesse, qui est chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de jeunesse, a entrepris des démarches afin d'opérationnaliser et de mettre en action l'instruction du chef de l'État. Merci d'être venu. Vous aurez la possibilité de réagir tout à l'heure. Il y aura des réactions naturellement en face pour comprendre si ce fonds et beaucoup d'autres projets qui sont logés au ministère de la Jeunesse sont
efficaces sont à même d'établir la jeunesse et de pousser cette jeunesse-là à investir et rester au pays. Le temps d'accueillir Hubert Mvolo. Vous êtes jeune également. Vous êtes responsable de la communication d'un parti politique qui s'appelle Citoyens Actifs du Cameroun, CAC. Je n'ai pas envie de dire CAC. On dit CAC ou bien on dit CAC? Bon, c'est à votre guise. Hein. De toute façon, on peut lire le sigle en entier et après on peut le détailler. CAC, Citoyens Actifs du Cameroun. C'est un parti qui est visible sur le terrain? Non, c'est un parti qui est très visible sur le terrain. Oui. Il faut également le dire. Nous sommes membres de l'Alliance pour la transition pacifique. ATP, oui. ATP. J'aurais rappelé que le président du CAC, M. Patrick Serge, a été désigné président du comité d'organisation pour la primaire, entendu COP. Donc c'est pour montrer justement l'importance de notre formation politique. Nous sommes une jeune formation politique légalisée parmi les 11 de 2021. Et nous occupons progressivement le terrain et nous espérons faire compter notre voix dans notamment les débats liés à la choses politiques au Cameroun. J'ai peut-être brisé la politesse, non sans retourner les civilités aux autres que je vous laisse l'ainsi honneur de présenter. Également, saluer les nombreux téléspectateurs du Grand Soir. J'ai envie de dire que je ne suis pas nouveau sur ce plateau, peut-être sous votre modération, mais avant, j'étais très habitué. Allez, vous avez dit à tous les repères de le Grand Soir. Et je crois que les téléspectateurs pourront confirmer. Je suis très heureux d'être sur ce plateau, surtout sur votre modération. Quand on sait quand même qu'il y a Jean Jarzeux en matière de modération au plateau de débat au pays, je suis très honoré. Merci d'avoir accepté notre invitation un peu au pied levé. Hein. Vous étiez dans vos occupations, mais on aime cette jeunesse-là très réactive et qui répond présent lorsqu'on a besoin d'elle. Comme Patrick Assiga d'ailleurs, qui est analyste sociopolitique, qui connaît quand même aussi les couloirs d'Info TV. Oui, bien évidemment, c'est pas mon premier plateau, c'est plutôt un honneur d'être à nouveau sur ce plateau, sous votre fêlure, bien sûr. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec tous mes co-discutants. Également de dire un bonsoir à nos millions de téléspectateurs et ainsi qu'à toute l'équipe technique qui se met au quotidien pour pouvoir nous rétablir dans de très bonnes conditions. Alors, votre travail au quotidien, c'est quoi? C'est d'observer l'actualité et de proposer des analyses? Je suis enseignant à la base. Oui. Je suis enseignant à la base, ce qui fait que l'actualité qui concerne la jeunesse, qui concerne le Cameroun, nous saurait passer outre l'enseignant que je suis. Dès lors, il faut avoir un œil de regard, un observateur de celui-là, de l'action sociale, politique au Cameroun, en vue de pouvoir émettre quand même son avis. Si jamais il arrive que nous serons écoutés, cela pourra faire en sorte que nous puissions apporter un peu d'une autre à l'édifice de notre cher beau pays, le Cameroun. On dit que c'est les enseignants qui partent le plus vers le Canada. Vous êtes resté? Curieusement, oui. Je suis encore là parce que... vous êtes encore là ou bien vous êtes là? Voilà, je voulais justement ajouter. Je suis là. Partir, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faudrait se poser quand même un certain nombre de questions sur ce qui nous pousse à partir. C'est quelque chose qu'il faut bien... À partir du moment où on n'arrive pas à trouver les réponses sur ce qui nous pousse à partir, il ne sert à rien de se lancer ce qu'on pourrait appeler ici l'aventure. D'accord. On peut souffrir d'un certain nombre de mots dans notre pays. Peut-être l'occasion va me permettre de bien m'adresser aujourd'hui à l'un de ses responsables, au ministère de la Jeunesse. Tout à fait, au ministère de la Jeunesse, que je n'avais jamais eu l'occasion peut-être d'avoir en face pour pouvoir effectivement poser les problèmes de la jeunesse et d'essayer de comprendre. J'ose croire que nos échanges seront houleux ce soir afin qu'ils puissent au moins nous expliquer. On souhaite que les échanges soient riches. Oui, c'est la causerie du soir. Tout à fait. Ils ne sont pas obligés d'être houleux, mais au moins qu'ils soient riches. Riches, tout à fait. Donc c'est un plaisir pour moi de partager vraiment ce plateau parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a un questionnement énorme. D'accord, gardez-les pour le temps du débat tout à l'heure, notre causerie. On aura avec nous Maurice Kémou, qui est du mouvement de la Renaissance du Cameroun, le MRC. Il est en train de nous retrouver. Nous avons spécialement invité un étudiant à la causerie, Mohamed Ali Ibrahim.
est avec nous. Il est étudiant, il est surtout président des étudiants Bororo du Cameroun. Généralement, on vous appelle Monsieur le Bororo. Bienvenue. Merci bien Jean-Jacques et c'est un plaisir de se retrouver sur votre plateau. On considère que les Bororo ne vont pas beaucoup à l'école. Vous êtes quand même nombreux au sein de l'association des étudiants? Nous sommes déjà des centaines, voire des milliers, parce que il faut dire qu'au départ, nous avons eu des parents, nous n'avons pas eu la même chance que vous d'avoir des parents qui ont fait le long crayon, comme on l'appelle généralement, et ce n'est pas évident pour nous d'arriver jusqu'au baccalauréat. Mais moi, je fais partie de ceux jeunes qui croient que l'avenir se passera avec l'école. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui était très fan des médias et il voulait qu'il ait un fils journaliste. Et vous êtes à l'ESTIC aujourd'hui. Ils sont pas nombreux, les fils qui font exactement la volonté et les rêves du papa. Merci, Monsieur le Président des étudiants Bororo du Cameroun, de retrouver autour de cette causerie. Je vais vous proposer une image. C'est d'abord la une d'un journal. On regarde attentivement la une de ce journal pour notre mise en bouche. On va réagir derrière. C'est La Voix du consommateur, le journal qu'on a choisi. Professeur Mwangue interpelle le gouvernement. Vous ne lisez pas bien le surtitre. Il s'agit bien des ravages des whisky en sachet. Le président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun a saisi 3 membres du gouvernement, le ministre du Commerce, le ministre de l'Industrie et le ministre de la Santé publique, pour que quelque chose de concret soit fait pour barrer la route au whisky en sachet, interdit dans notre pays, mais qui reste toujours consommé. Les dégâts sont énormes et c'est un whisky qui est officiellement interdit au Cameroun depuis 2014. Il y a eu des moratoires, des sorties et des déclarations nombreuses. Ce whisky est là. Il y a même eu des ONG qui sont descendues sur le terrain pour faire des sensibilisations, dire combien ce whisky en sachet était dangereux pour notre santé. On va retrouver un peu un reportage d'un de nos confrères avec le concours de la réalisation pour voir justement comment le whisky se consomme sur le terrain et comment réagissent les consommateurs qui semblent dire que mort c'est mort, on boit, on meurt, on ne boit pas, on meurt toujours. Est-ce qu'on peut avoir ce reportage avec le concours de la réalisation? Dans le marché populaire Mbopi situé à Douala, Alphonse et un collègue, armés de leurs écriteaux, le whisky en sachet tue, traquent ces liqueurs très alcoolisées vendues à bas prix. Il est le président de la Fondation camerounaise des consommateurs et veut sensibiliser les habitants sur ces boissons interdites par le gouvernement depuis 8 ans. Nous sommes en train de sensibiliser les consommateurs, notamment les Camerounais, en leur disant que le whisky en sachet est interdit depuis 2014. Il y a eu un moratoire, certes, mais le produit reste dangereux pour la santé. Nous sommes là pour leur dire que le whisky en sachet tue. Gin, rhum, vodka, l'offre est variée. Le prix du sachet oscille entre 100 et 150 francs CFA. Malgré l'origine douteuse de certains breuvages, ces boissons sont très consommées. Avec les 650, je peux prendre même 5 frères. On achète 3 whisky de sachet. On achète 2 litres, on mélange, on boit, nous sommes tranquilles. C'est dangereux, mais ça nous donne la force. On va faire comment? Chacun a appelé à mourir. Tout le monde a appelé à mourir. Je bois ça, je vais mourir. Je ne bois pas, je vais toujours mourir. Donc je préfère boire et mourir après. De nombreux médecins s'inquiètent de ces breuvages jugés toxiques pour l'organisme. L'alcool méthylique ou méthanol est utilisé comme substitut de l'éthanol dans des boissons alcoolisées frelatées, un fléau dénoncé par l'OMS. Généralement, c'est de très fortes doses d'alcool et ce n'est pas mentionné parfois sur le sachet. Donc on boit sans contrôle. C'est ça qui fait surtout la dangerosité de ce type d'alcool. Contrairement aux autres types d'alcool où au moins sur la bouteille c'est écrit le degré, la quantité et là au moins on peut évaluer ce qu'on est en train de prendre. Les producteurs ont désormais jusqu'à fin 2022 pour retirer ces produits du marché. Mais à moins de 2 mois de la date butoir, les liqueurs en sachet restent populaires pour une clientèle au faible pouvoir d'achat. Alors le reportage a été fait avant 2022, l'expiration du moratoire. Nous sommes en 2024, le whisky en sachet est toujours disponible et le gouvernement semble donner encore quelques moratoires. On ramène la une du journal, la Commission des droits de l'homme s'intéresse désormais à cette question en indiquant que c'est une question quand même de santé et donc une question de droits de l'homme. Il faut que quelque chose soit fait. Vous verrez le titre qu'on a choisi pour la mise en bouche pour savoir si c'est un sujet plutôt très brûlant, le sujet qui concerne le whisky en sachet. Hubert, pourquoi le whisky en sachet semble-t-il faire de la résistance?
Écoutez, moi, quand vous avez évoqué cette question, vous avez parlé de la consommation. Moi, j'ai voulu parler aussi, vous savez, avant d'arriver à la consommation, il y a la production. Il y a la production. Oui. Et il n'est pas établi Tout est interdit, la production, la commercialisation et la consommation. Mais quand vous regardez sur les sachets, vous voyez clairement ferment comme là-dessus. Je ne sais pas si c'est une usurpation, mais ce qui est clair, c'est que vous avez bien fait de le rappeler. Ça fait pratiquement 10 ans aujourd'hui que l'on annonce la fermeture des entreprises et puis la non-consommation. Il y a même à un moment donné toute une campagne, toute une battue pour rattraper tout ce qui se sont exercés à la commercialisation de ce produit. Mais moi, je vous assure que j'ai à son temps parcouru le marché de Yaoundé, notamment le marché de Mokolo. Il y a des dépôts de whisky en sachet connus. C'est-à-dire que vous voyez comment les cartons sont... Même dans les grandes surfaces. Oui, vous voyez clairement comment les cartons s'amoncellent les uns après les autres. Vous voyez comment ils entrent dans des camions connus qui circulent sur la voie publique et donc qui font l'objet d'une identification traversant au passage de contrôle. La vraie question c'est pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas? On est tenté de se rendre compte qu'il y a la dimension économique qui est mise en avant parce que au-delà de tout, c'est clair que ça... Est-ce que vous mettez la dimension économique sur la balance par rapport à la santé qui est menacée? C'est pas moi qui mets. Non, c'est pas moi qui mets. J'essaie d'analyser pour comprendre effectivement que moi, Hubert, je n'ai pas les moyens pour pouvoir interdire cette activité. Et il y en a justement l'ordre régnant, le gouvernement qui a les moyens. Et donc, ils ont d'un côté la dimension sanitaire qu'ils ont l'obligation d'évaluer et de l'autre côté la dimension économique. Si le phénomène perdure jusqu'aujourd'hui, on est tenté de se rendre compte que c'est la dimension économique, c'est une analyse que je fais. Est-ce que c'est parce qu'il y a une sorte de contrefaçon qui s'est invitée dans l'affaire? Mais ce que moi j'ai constaté, c'est que il y a plusieurs variétés de whisky en sachet. Il y a de nouvelles marques. Oh mon Dieu, on a qui ont des noms qui font peur, qui doivent naturellement faire l'objet d'un tombeau. Tombeau, ça vous conduit. Et j'ai envie de vous dire que l'orthographe même n'est pas très loin du tombeau véritable. C'est-à-dire que et seulement le nom devrait pousser à ce que l'on craque ces gens. Mais je n'ose pas penser que c'est la craque qui pose un problème. Parce qu'on peut facilement suivre où cela est fabriqué. Rappelez-vous, ces derniers temps, on vous demande comment est-ce qu'on craque tout ce qui fabrique les whisky frélatés, les vins frélatés. Je voyais encore l'autre jour à Douala, je crois que c'est Info TV qui montrait comment on a craqué. Les forces de sécurité sont allés craquer des gens qui fabriquaient une sorte de vin et avec toute l'industrie qui tournait tout. Pourquoi est-ce que les whisky en sachet ne font pas l'objet de cette traque? On s'interroge, on est tout simplement désolé de se rendre compte que c'est un phénomène qui, s'il ne bénéficie pas d'une complicité réelle, il est tout simplement l'un des phénomènes qui a dépassé le gouvernement. Patrick, quelle lecture faites-vous de la sortie de la Commission des droits de l'homme à l'endroit des membres du gouvernement relativement au ravage de ces whisky en sachet? C'est une énième sortie. C'est une énième sortie de la Commission des droits de l'homme. C'est un phénomène que nous déplorons aujourd'hui et surtout le laxisme du gouvernement vis-à-vis de ce phénomène aujourd'hui au Cameroun. Nous nous souvenons très bien ce qui avait en son temps attiré l'attention du gouvernement afin de pouvoir appeler c'était même pas en réalité l'éradication des whisky en sachet. Le phénomène consistait tout simplement à demander aux différentes entreprises en charge de ces whisky en sachet de migrer vers les whisky ayant un taux d'alcool raisonnable. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu le MINMID qui était impliqué parce que le MINMID à l'intérieur est effectivement le ministère qui est en charge de la contrôle des normes. Il y a eu le MINSanté qui est impliqué également à l'intérieur. Mais quand on a regardé le fonctionnement de ces deux ministères, on s'est rendu très bien compte que la gestion de ces whisky en sachet, ils n'ont pas mis assez d'accent pour pouvoir permettre aux entreprises en question, mon compagnon ça c'était tout à l'heure la Fermancam qui est reconnue officiellement de fabriquer effectivement ces whisky en sachet. Je me souviens lorsque après la période de la Covid-19, comme raison poussant ainsi la direction de Fermancam à demander le moratoire, il s'agissait pour Fermancam de dire que la période de la Covid n'a pas permis cette mutation qui étaient là et puis de faire la mutation. De pouvoir muter. Mais la Covid est passée depuis 2020.
Nous sommes aujourd'hui en 2024, 2025 même déjà qu'on amorce. On ne voit toujours pas la volonté de ces entreprises à vouloir migrer vers des whisky classiques qui doivent être contrôlés. Il y a un problème. C'est-à-dire si la santé des Camerounais ne peut pas émouvoir le gouvernement qui est responsable de ces Camerounais, il y a un problème. Il y a un problème énorme. Quand on parle de whisky en sachet, beaucoup... Pour le cas de Fermancan, par exemple, c'est une société qui est reconnue, qui paie ses impôts et autres. Mais sauf que beaucoup se cachent derrière Fermancan pour en fabriquer ce qu'on appelle aujourd'hui d'autres variétés, les tombeaux, les marteaux et tout ce qui va avec. C'est vraiment alarmant. C'est alarmant et cela permet également, parce qu'il n'y a pas que le whisky en sachet sur lequel on peut dire aujourd'hui qu'il y a négligence en ce qui concerne la consommation. On a vu... tout le travail que le Mincommerce abat lorsqu'il s'agit de démanteler cela, les vins rouges frélatés qu'on fabrique dans des quartiers, les whisky frélatés qu'on fabrique dans des quartiers, et ainsi de suite. On a vu les boissons, on a vu quelqu'un fabriquer des Heineken, mais qu'on fabrique dans le sous-quartier, dans des conditions hygiéniques, sanitaires assez compliquées. Ça prend vraiment de l'ampleur au Cameroun. C'est pourquoi je vais m'arrêter un temps soit peu pour un peu regarder ce qui s'est passé au Gabon dernièrement, même comme on ne veut pas en parler. D'accord, on n'en parlera pas. Tout à fait. Tout le monde est exposé finalement, parce qu'il n'y a pas que le whisky en sachet qui est un danger. Vous avez parlé de ces whisky frelatés. Vous avez, même sur le plan de la forme, vous avez l'impression que c'est authentique. Il y a la bière justement dans les grandes surfaces. Mais Mohamed, qu'est-ce qui peut faire problème? Pourquoi est-ce que l'État ne réussit pas à sortir le muscle qu'il faut pour étouffer le petit sachet? Jean-Jacques, c'est la corruption. En un mot, c'est la corruption. Toute la chaîne est huilée, on peut le dire comme ça. Voyez-vous, mon co-panéliste disait tout à l'heure que pour interrompre la distribution des whisky en sachet, je prends juste ce cas, on sait où il faut interrompre la chaîne. C'est la chaîne de production. Tant que ce sera produit et distribué, nos populations vont continuer à en consommer. Moi, je suis jeune. Est-ce que ce n'est pas la belle excuse? J'ai entendu quelqu'un dire que le problème n'est pas nous les consommateurs, mais c'est ceux qui produisent qui sont le problème. Mais le premier responsable de la santé, c'est d'abord vous. Jean-Paul, nous vivons dans une société où le désespoir s'est accaparé de beaucoup de Camerounais. Celui qui vous dit qu'on boit, on meurt, on ne boit pas, on meurt, en quelque sorte, celui-là, c'est nous qui devons veiller sur lui. C'est à celui qui comprend d'amener celui qui ne comprend pas à comprendre. Et l'État, c'est le père. L'État, c'est la main. Et l'État devrait donc encadrer la production de ces whisky en sachet. Jean-Jacques, moi je vois dans tous les journaux du soir les comprimés de la rue, les médicaments de la rue qui sont traqués ça et là. Mais Jean-Jacques, ces médicaments ne sont pas, je ne suis pas médecin, sont autant toxiques, je voudrais dire, que ces whisky en sachet. Absolument. Le Mincommerce, on va le dire comme ça, le Mincommerce, le Minmeat devrait prendre des mesures pour que ces usines mutent. Moi, je ne crois pas. J'ai vu dans un journal d'une chaîne étrangère où si vous fabriquez ce qui est toxique, on vous amène à changer juste de production. Nous avons besoin de transformer le manioc. Est-ce que vous pensez que cette chaîne de production de whisky en sachet ne peut pas fabriquer, par exemple, les chips de manioc? Nous pouvons le faire. Ça veut dire qu'ils ont déjà une base qui nécessite juste qu'elle soit mutée en autre chose. Maintenant, Jean-Jacques, pour aller sur ceux qui consomment, moi je crois que les deux thèmes ont une relation. Les jeunes partent. Ceux qui ne partent pas sont dans le désespoir et ce désespoir les amène à consommer ces produits. Mais moi, je voudrais également soulever un pan que beaucoup de personnes ignorent. C'est le fait que dans nos villages, Jean-Jacques, aujourd'hui, vous allez dans votre propre village, vous ne pouvez pas trouver du vrai matango. C'est-à-dire même le matango qu'on fabrique chez vous, le vin de palme, c'est du faux. Et cela amène les gens parfois à croire, vous savez, le Camerounais est quelqu'un de très passionné pour ceux qui viennent d'ailleurs ou ce qui est bien fait. Le villageois, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans les profondeurs de la région de l'Est ou de l'Adamawa, lorsqu'il regarde, c'est écrit, le sachet est très beau, lui il se dit que c'est contrôlé. Mais normalement, Jean-Paul, la Nord, on oublie de le dire, la Nord devrait veiller à ce que ces produits qui sortent. Comment on fait dans un pays comme le Cameroun pour sortir un whisky qui n'est pas bon à la consommation? La Nord devrait veiller à ce que ce qui sort pour être commercialisé soit, Jean-Paul,
quelque chose de bon pour la santé. Donc Jean-Jacques, moi, je voudrais dire que l'État devrait prendre ce problème à bras le corps. Un pays développé, c'est également un pays où on retrouve des populations qui sont en bonne santé. Aujourd'hui, dans nos villages, Jean-Jacques... tout le monde est détruit. Si vous avez vos camarades de classe qui sont plus vieux que vos parents. Si vous voulez faire une exploitation agricole, on parle de l'import-substitution, Jean-Paul. Non, pour la force. Mais mon Dieu, vous êtes obligé d'aller à l'extrême nord ou dans le nord-ouest pour prendre des jeunes qui sont moins amortis pour pouvoir faire les travaux champêtres. Vous avez dans nos brigades, dans nos sous-préfectures chaque jour, et même à la chefferie, des litiges parce que nous avons une jeunesse, une population pratiquement amortie par ces whisky en sachet. Mais le spectacle est terrible quand vous arrivez dans nos communautés, au village là-bas. D'ailleurs, ils sont demandeurs. Dès que vous arrivez, la première commande, c'est est-ce que tu as amené du sachet. Mais vous voyez votre camarade, du coup, moyen de, il a les dents comme les rangs de maquisa. Tout est déjà totalement bouffé, et les joues, il ne tient plus debout, il a la tremblote, il a vieilli, les dégâts, les ravages sont énormes. Permettez à Yves de réagir là-dessus, sur ce combat contre les whisky en sachet. Il dure depuis une dizaine d'années, on avance, on recule, on fait des grandes annonces, mais le whisky est toujours là et il se multiplie. Il crée des noms les plus incroyables. Il se consomme au vu et au su de tout le monde. Vous qui avez l'habitude des grandes surfaces, si vous voulez, dans une sortie Est, aller à la sortie Est, il y a une grande surface du côté de là-bas. Vous entrez, vous demandez du whisky en sachet, on vous sert des cartons. Effectivement, je pense que la problématique du demande des produits interdits, des produits qui pilulent dans des rues, tire sa source des crises des valeurs. Parce qu'il y a une problématique de crise de valeur dans nos sociétés, crise de valeur, une montée en puissance de l'incivisme, même dans le domaine économique, de civisme des populations. Et c'est un problème qui touche l'ensemble du corps social. Donc, s'il faut faire un diagnostic de la situation de ce secteur d'activité, il faudra également interroger tous les acteurs, notamment le gouvernement, la famille, les différentes parties prenantes qui sont impliquées dans la production et dans la commercialisation de ces produits-là. Pour ce qui est... Est-ce qu'on est encore au temps de l'interrogation? Est-ce qu'on ne devrait pas déjà être au temps de la sanction? S'il décide en 2014 de stopper cette affaire, ça veut dire qu'il y a eu déjà les éléments d'interrogation et des réponses. Effectivement, je pense que des actions de sensibilisation adressées à ces acteurs et en leur donnant des solutions qui sont concrètes, pratiques, notamment à travers la migration du secteur informel, des actions de migration du secteur informel vers le secteur formel, peuvent être des solutions idoines pour pouvoir contrecarrer, n'est-ce pas, les produits contrefaits. Donc il est important pour ces acteurs-là, pour l'État également, de saisir toutes les opportunités en matière de sensibilisation, en matière d'accompagnement de ces acteurs, parce que parfois, ils sont à la merci de la suivi, on va dire ça comme ça, pour beaucoup qui n'ont pas trouvé des voies et moyens de manière formelle pour s'insérer. Ils sont dans l'informel, ils essaient de réfléchir. Moi, ce que je note, c'est que les Camerounais sont très talentueux. Je pense que... Il y a du talent, parce que créer tout cela montre que dans le fond, il y a du génie. Maintenant, il faut encadrer ce génie-là. Exactement. Quelqu'un proposait que vous avez des chimistes dans notre pays, aller analyser ce qui est produit, trouver ce qui est de trop ou ce qu'il faut en rajouter pour avoir un produit de qualité. Voilà, je pense qu'il est important d'exploiter ce talent-là, de les orienter vers des actions, de réguler le secteur d'activité de manière à ce qu'on puisse contrôler les entrées et les sorties et réguler même le volume d'acteurs qui interviennent dans ce secteur. Nous accueillons Maurice Kemou qui nous retrouve pour cette causerie du soir. Maurice, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir mes compagnons et puis bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. J'aurais voulu t'accueillir avec un autre sujet, mais je t'accueille avec des whisky en sachet. Ça se partage, non? Vous en prenez un peu? Ben, disons, ça pilule les rues. Et donc, parfois, quand on n'a pas assez de moyens pour prendre une bière, bon, on peut prendre un sachet de whisky. Mais est-ce que ça s'explique que jusqu'à présent, il soit toujours si visible dans nos rues, dans les commerces, alors que le gouvernement s'était déployé à vouloir stopper cette affaire?
Mais écoutez, ce qui se passe depuis 2014, j'ai l'impression que c'est une petite danse bafia que le gouvernement est en train de nous faire. C'est-à-dire, on donne l'impression qu'on veut lutter contre un phénomène, mais en réalité, dans le fond, on ne fait rien du tout. Vous savez, dans ce pays, il a existé le phénomène du zoazoa. Quand l'État voulait arrêter ça, l'État a les moyens de l'arrêter. Et donc, si on laisse prospérer, c'est parce que ça profite au régime. Et comment? Vous savez, un régime qui dure aussi longtemps, 42 ans, 43 ans bientôt, c'est parce que le président Biapol applique très bien ce qu'on appelle, ce qui était en fait le jeu et puis le vin dans la Grèce antique. C'est-à-dire qu'on vous disait, le prince vous disait, pour qu'un régime dure, donnez à vos populations le jeu et du vin. Parce que quand les gens boivent, ils ne réfléchissent plus beaucoup, ils ne s'interrogent plus sur les questions d'intérêt général. Ça semble marcher, hein. Ça semble Lorsque les Camerounais discutent sur le football, vraiment ils oublient tout. Ils oublient tout. Tenez, les chiffres des boissons du Cameroun. On parle du whisky en chasse, on pourrait parler de la bière également. C'est-à-dire que les boissons du Cameroun vous disent qu'en 2023, ils ont vendu au Cameroun 1 milliard de litres de bière. 1 milliard de litres. Ça, c'est sans compter les chiffres de Guinness, Cameroun et des vins. Feu Chavateba, il disait qu'on a bu la quantité d'eau du Vouri. Très bien. Voilà. Donc, si on boit 1 milliard de litres de bière, ça veut dire que c'est excessif. Et donc, si on laisse cela prospérer, c'est tout simplement parce ça que doit profiter ça profite à ceux-là qui ne peuvent pas offrir des emplois aux jeunes. Peut-être on va en parler. À ceux-là qui n'ont plus grand-chose à offrir au peuple camerounais. Et donc, il faut offrir du jeu et du vin pour que les gens ne réfléchissent plus et s'interrogent sur les vraies questions de la République. Mais ce régime ne vient pas quand même avec des pistolets pour prendre vos frères et les amener boire. Mais Jean-Jacques, quand vous n'avez pas du travail, regardez un jeune qui a fait des études, il n'a pas de travail. Très souvent, il verse dans la délinquance. Et ça s'ensuit qu'il faut être dans un état second pour être un bon délinquant. Même quand on n'est pas délinquant, très souvent, même quand vous... Après, ici, peut-être on va prendre une bière. Est-ce que ce n'est pas une excuse facile? Est-ce que ce n'est pas une excuse trop facile de penser qu'on est allé à l'école, on a eu un diplôme, on n'a pas d'emploi et donc on se verse dans la boisson? Tous ne le font pas, mais je dis que la grande majorité des jeunes, quand il y a cette oisiveté-là, voilà, ça les pousse justement à se déverser vers du whisky en sachet. Mais la réalité, c'est que si l'État avait interdit, l'État a les moyens de le faire. Vous comprenez un peu? On ne peut pas aujourd'hui faire comme si c'était un phénomène qui est au-dessus de la volonté de l'État. Non, je pense que c'est une épée de Damoclès qu'on met sur la tête de ces entreprises-là. On donne l'impression qu'on est en train de vouloir les combattre. Il faut vous normaliser. C'est une chaîne, en réalité. Chacun a sa responsabilité. Je pense que si l'État va arrêter le phénomène, il va le faire. Hubert, je viens à toi tout à l'heure parce que les Camerounais s'expriment. Si vous prenez la chicotte, vous fermez, les mêmes Camerounais vont vous dire que ouais, vous envoyez les gens au chômage, vous allez tuer un secteur d'activité. L'État se retrouve en train de vouloir faire les équilibristes dans cette situation parce qu'on sait comment le Camerounais a l'habitude de réagir. Mais la vérité est qu'on ne peut pas s'accobouter sur cette situation. On peut non plus présenter cette affaire comme étant une nébuleuse. Il ne faut rien pour résoudre ce problème. Quand on peut résoudre ce problème, il est clair que la seule niche d'emploi au Cameroun n'est pas le secteur de la fabrication du whisky en sachet. Tout le monde sait qu'il y a tellement de potentialités d'employabilité, de création d'emplois au Cameroun que vraiment cet aspect on peut fermer et qu'on trouve quand vous parcourez la ville de Yaoundé, vous voyez comment les caniveaux sont bouchés. Vous savez, est-ce que vous pensez pas que on peut recruter des gens qui se chargent tout simplement du nettoyage de ces caniveaux au quotidien? Et Yaoundé aura certainement une allure un peu plus propre. Donc je pense pas que c'est ça la bonne solution, mais manifestement on est tenté de penser que c'est ce qui prévaut. C'est pour ça que je vous ai... Parce que la santé est en jeu. Dans mon précédent propos, je vous parlais de l'aspect économique. Dans l'aspect économique, il y a effectivement la question de l'emploi. C'est-à-dire que de toute façon, même si in fine, au bout de la chaîne, il y a ce petit consommateur à qui on dira, et comme vous l'expliquez tout à l'heure, on donne la liberté de choisir. Soit il consomme, au risque de sa santé, soit il ne consomme pas. Mais néanmoins, au niveau de l'entreprise qui fabrique, ça permet justement d'employer. Parce que si vous allez voir très loin, vous allez vous rendre compte que ceux qui travaillent dans la production de ces whisky en sachet n'en consomment pas.
Il y a plein de gens qui travaillent même dans certaines entreprises de production de boissons qui vous disent qu'ils déconseillent aux gens de boire parce que chez certains, il y a une bonne dose de saccharose qu'on y met qui pourrait exposer X à un diabète et à une hypertension et bien d'autres. Et donc, je pense qu'il faudrait que l'homme soit au centre de la gouvernance. Quand l'homme est au centre de la gouvernance, toutes les décisions qui doivent être appliquées doivent d'abord préserver la santé. Et vous savez, de toute façon, c'est pas à ceux qui gouvernent qu'on peut dire ça. Parce que quand vous voyez la pratique, quand vous voyez la prise en charge, quand vous voyez le traitement des individus, quand vous faites un tour dans nos écoles, vous faites un tour dans nos hôpitaux, vous vous rendez clairement compte que c'est pas l'homme qui est au centre des choix. Il faut mettre l'homme au centre. Il faut mettre l'homme au centre de la politique publique. On se pose tout simplement la question de savoir, dans cette entreprise, dans cette activité de consommation et de production et de consommation, dans cette activité économique, est-ce que l'homme, le citoyen, est exposé? La réponse c'est oui. Et Maurice Kembe vous démontrer que c'est la jeunesse. Dans un pays qui va se construire, la jeunesse, dit-on, dans le discours, on a toujours écouté ça, est le fer de lance de la nation. Et donc, ce fer de lance, quand il se perfore lui-même par des compositions chimiques qui sont de nature à rendre ce dernier plus à même ou alors de moins en moins incapable de servir le pays, et il y a un problème. Alors, on va retenir Patrick, que vouloir fermer n'est peut-être pas la solution. Peut-être qu'il faut comprendre qu'il y a du génie là-dedans. Il faut exploiter ce génie au profit de la jeunesse, au profit de vos impôts, en injectant les éléments qui peuvent permettre que ce whisky soit de bonne qualité. Le contenu, le liquide et même le conditionnement, l'emballage, qui fait également un problème. Tout à fait. Volker le disait pour renchérir à ce que disait Maurice tout à l'heure. Le travail est loin de nous 3 grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. À partir de cet instant-là, si nous occupons nos jeunes, c'est-à-dire que si un État occupe sérieusement sa jeunesse, il est clair que... Patrick, les jeunes qui boivent à Essos, ils sortent des bureaux comme vous. Jean-Jacques, s'il faille... Vous allez à Douala. Comment voir la tranche d'âge? Vous n'avez jamais certainement vu cette affaire. Vous allez à Douala. Vous êtes très occupé. Je dis boire de façon pas seulement le whisky en sachet. Mais les gens qui boivent dans les snack bars où la bière ne coûte pas moins de 1000 francs, ce ne sont pas les gens qui chôment. Si nous voulons bien analyser cette affaire, on va se rendre compte que la tranche d'âge des jeunes qui s'exposent à ces whisky en sachet, c'est des jeunes qui, premièrement, n'ont pas une activité qui les occupe au quotidien. Deuxièmement, c'est des jeunes de certain âge, mais maximum 25 ans. Maximum 25 ans, ils sont majoritaires dans la consommation de ces whisky. Et cela pourra donc s'expliquer. Pourquoi? Parce que, en ce qui concerne mon activité, nous voyons ces jeunes de moins de 15 ans qui viennent avec ces whisky en sachet dans des établissements. À partir de cet instant, là c'est un problème familial. C'est un problème familial. Si à 15 ans, on commence à boire, ça n'a rien à voir avec le chômage ou l'oisiveté. Justement, c'est pour dire que lorsque, au niveau de l'occupation de la jeunesse, on a raté, on voit très bien un grand frère qui a fini de faire ses études et qui est à la maison, qui meurt d'oisiveté. Ce qu'il applique, le modèle qu'on a voulu de lui dans la société, il ne le représente plus. Le petit frère en question est vraiment abandonné à lui-même et risque de copier les mauvaises habitudes. À partir de cet instant-là, il revient et un État sérieux se doit donc de prendre des mesures pour pouvoir protéger sa jeunesse. C'est cette protection de la jeunesse dont on demande à l'État, en les occupant et en projetant une jeunesse qui puisse avoir un avenir au moment où ils sont encore à bas âge. Lorsque une jeunesse ne peut plus se projeter vers un avenir meilleur, il est clair que cette jeunesse commence à se délaisser, cette jeunesse commence à penser plutôt à autre chose. D'où la situation. Alors, c'est de jeunesse défaitiste là, monsieur Jean-Jacques, le problème est profond. S'attaquer au whisky en sachet est une bonne chose, mais je vous assure que le whisky frélaté est mieux que les bières, les vins et même les whiskies qui sont censés être de bonne qualité, mais dont la contrefaçon a atteint des proportions inquiétantes dans notre société. Des officines de fabrication de ces boissons de la mort pilules dans nos villes
et sont la cause principale de la mort aujourd'hui. Merci Jean-François pour cette contribution. Oui, Mohamed. Jean-Jacques, moi je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que disent mes co-panélistes. Autant le gouvernement a sa part de responsabilité, autant les parents ont démissionné de leurs responsabilités. Moi j'ai eu mon baccalauréat en 2017. Je suis entré à l'ESTIC en 2023. J'aurais pu me mettre à boire ces whisky en sachet, mais l'éducation que j'ai reçue de mes parents ne me permet pas de me mettre à boire chaque après-midi pour dire que non, je n'ai rien trouvé à faire. Certes, l'ESTIC où je suis me permet de m'occuper suffisamment pour ne même pas y penser à ce genre de choses. Mais on va quand même dire que nos parents... Il y a beaucoup d'autres occupations. Il y a beaucoup d'autres occupations. Nos parents aujourd'hui, Jean-Jacques, envoient même les enfants acheter ces whisky en sachet pour en consommer. Quel est donc l'exemple que ces parents donnent à leurs enfants, Jean-Jacques? Ils vont accuser l'État. L'État, pour dire que l'État a sa part de responsabilité, mais il faut que les aînés que j'ai devant moi, que vous êtes, donnent l'exemple aux jeunes. Dans nos villages, Jean-Jacques, vous avez une réunion qui s'achève. On fait quoi? On boit des whisky en sachet. Vous avez mais vous qui côtoyez les hommes politiques, vous savez que la période arrive, hein? Je suis d'accord. Je suis d'accord, Jean-Jacques. Moi, j'ai pitié des hommes politiques, que ce soit l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir. Parce que si on leur dit qu'il ne faut plus acheter ces choses-là pour le village, ça va être un problème. Jean-Jacques, aujourd'hui, nous les jeunes, moi, quand je vais dans ma circonscription politique où je milite, lorsque je vais, j'apporte le message. Je dis aux jeunes, il faut croire à ce pays. Il faut faire les concours. Il faut avoir des projets. Lorsque le MINJEC, par exemple, annonce des projets, vous savez ce discours défaitiste qui est véhiculé chaque après-midi sur les plateaux de télévision et même chaque dimanche. On évite le discours défaitiste. Pas ici, on veut pas construire le défaitisme. Pas ici, mais sur d'autres chaînes de télé et de radio, on vous dit non, la corruption, on ne peut pas réussir un tel concours. Moi, je suis un jeune Bororo Jean-Paul. Jean-Jacques, lorsque je m'exprime, est-ce que vous avez l'impression que je crains quelque chose? Je vais réussir, je suis convaincu. Et ces jeunes doivent aller dans ce sens. Que les parents donnent une bonne éducation à leurs enfants. Moi, j'ai jamais vu mon père boire, par exemple. Vous allez dire que je suis musulman. Mais d'autres parents peuvent le faire. Moi, j'en connais qui boivent avant de rentrer à la maison. Lorsqu'ils reçoivent des étrangers, ils disent aux enfants, allez jouer dehors lorsqu'ils vont partager un peu de whisky entre adultes. Donc, les parents ont leur part de responsabilité. Si un parent lui-même passe son après-midi à se saouler la gueule, Jean-Jacques Zé, ça va être un problème. Ils vont pas sortir par là. La bonne option serait laquelle? Le whisky en sachet, les gens ne crachent pas dessus, tout le monde le consomme, tout le monde en a dans sa malle arrière lorsqu'il va au village, surtout la grande élite. Lorsque vous allez au village, vous en avez. La bonne option pourrait être laquelle? Pour à la fois protéger la santé, protéger la petite industrie qui peut se créer autour de ces whisky-là. Effectivement, je pense que la bonne option, comme on l'a dit, c'est d'abord d'éveiller la jeunesse et de redonner confiance à tout ce qui est fait en leur faveur, notamment de permettre à ce que les jeunes reprennent confiance aux institutions qui incarne le fonctionnement de la société. Ça, c'est la première des choses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a observé des crises de valeurs. Et ces crises de valeurs impactent sur leur capacité à prendre des bonnes initiatives. Ces crises de valeurs impactent sur leur capacité à respecter les choses qui doivent être bien faites. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est de ce que les parents et les familles puissent reprendre le rôle qui leur a assigné en matière d'éducation de la jeunesse, parce que c'est tout le corpus social qui, d'une manière ou d'une autre, est impliqué dans la résolution de ce problème. La troisième, c'est de permettre à ce que ce secteur d'activité puisse être formalisé de manière à ce que des opportunités d'insertion socio-économique soient créées et encadrées en faveur des jeunes. Je crois que c'est possible. Il y a des entreprises, des jeunes qui font dans l'agroalimentaire, qui font dans les boissons, qui font dans les jus de fruits. Donc ces petites filières peuvent, n'est-ce pas, être promues dans le secteur de manière à ce que, n'est-ce pas, les jeunes tirent profit de ce secteur d'activité et que chaque acteur de ce secteur joue leur rôle, notamment la régulation, le contrôle,
le contrôle, la régulation les normes, et la sanction. Contrôle, régulation, sanction. Et que nous également, on continue d'éduquer, de sensibiliser, de mobiliser les jeunes vers des comportements exemplaires dans tout le secteur. Surtout promouvoir le patriotisme économique qui est l'un des problèmes, notamment parce que aujourd'hui, la plupart de ces whiskies sont parfois exportés. Je vais dire importés, sont parfois importés. Et ce problème d'importation, n'est-ce pas, apporte une difficulté à notre économie à pouvoir se stabiliser, à pouvoir créer une croissance saine. Alors là c'est une vision, mais en attendant, tout le monde sait que le whisky tel qu'il est commercialisé et consommé est dangereux et nocif pour la santé. Personne ne sait exactement quel est le dosage d'alcool à l'intérieur. Il y a des décès qui sont enregistrés au quotidien à la suite de la consommation de ces whiskies en sachet. On n'a même pas au niveau de l'étiquette les ingrédients qui sont associés pour faire ces breuvages qui sont dangereux. Ici, le gouvernement a dit il faut stopper, quitte à ce qu'on mette en place toute la machine que vous avez définie. Mais on ne peut pas dire que c'est dangereux, ça tue, et on laisse un moratoire d'1, 2, 3 ans. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Il n'arrête pas de tuer. Il continue de tuer. Même si on veut réguler, il faut d'abord stopper, assainir et relancer. Mais si on laisse ouvert, les tombeaux vont se multiplier, les boulettes vont se multiplier, les lions d'or vont se multiplier. Les lions sont nombreux là-dessus. Et les Camerounais l'ont dit, ils vont boire parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Et là, c'est le pire des discours qu'on puisse entendre venant justement d'une jeunesse qui va aller loin. Très belle thématique ce soir. En effet, ce qu'on peut dire du whisky en sachet est la même chose des médicaments de la rue. On comprend à travers cette incapacité du gouvernement à éradiquer ces phénomènes qu'il y a des complicités et actionnaires très haut placés dans ces filières. Du coup, impossible de dire stop vivement un autre gouvernement. Vraiment, ça c'est ton point de vue. Patrick Epanlo depuis Berthois qui envoie donc sa contribution. Eh bien, le gouvernement n'a pas besoin de se faire humilier par le petit whisky en sachet. S'il a dit stop, on dit stop, on organise et on avance. Si on dit stop et on laisse faire, naturellement, ça donne des idées à ceux qui pensent que c'est une sorte d'incapacité ou un ensemble de complicité autour de cette affaire. Nous, on respire et puis derrière, on pense de la jeunesse. On parle de la jeunesse. Est-ce qu'elle peut inspirer? On ne tardera pas sur les chiffres, parce que si on parle seulement du Canada, en 2023, il y a eu 11 000 nouveaux jeunes Camerounais qui sont arrivés au Canada. On est déjà pratiquement à 50 000 de ce côté. C'est les chiffres officiels, parce que tout le monde n'est pas déclaré de ce côté-là, que ce soit au Canada, en France ou ailleurs. Ils sont nombreux à vouloir partir et ils disent qu'ils sont prêts à partir à tout prix et à tous les prix. La principale raison, elle va s'afficher dans la titraille choisie pour cette partie de l'émission, c'est que les politiques publiques semblent ne pas satisfaire la jeunesse. Yves, lorsqu'on le dit, vous vous sentez interpellé. Est-ce que c'est une trop facile ou une fausse excuse? Je pense que c'est une fausse excuse dans la mesure où le gouvernement met en place plusieurs initiatives en matière d'insertion socio-économique des jeunes. Et le gouvernement tire ces initiatives d'un diagnostic qui a été fait dans le marché du travail, notamment le marché de l'emploi des jeunes, à savoir que les jeunes ne sont pas suffisamment informés sur toutes les actions qui sont mises en œuvre en leur faveur. Les jeunes ne sont pas suffisamment formés parce qu'il y a un problème d'adéquation entre la formation et l'emploi, alors que le marché du travail offre des opportunités d'emploi. Les jeunes ont un faible niveau d'esprit d'entreprise parce que du fait des crises de valeurs sociales ont affecté fondamentalement l'esprit d'entreprise en milieu jeune. Donc c'est ce diagnostic-là qui a permis à l'État, au gouvernement, de mettre en place un ensemble d'actions, un ensemble d'interventions de politiques publiques qui ne sont pas toujours connues, n'est-ce pas, de la plupart des jeunes. Je pense que oui. Pour cet aspect-là, vous parlez d'information, vous parlez des jeunes qui ne sont pas informés. Qui doit les informer? C'est vous, non? Effectivement. L'information jeunesse souffre de ce que les jeunes, en général, n'ont plus confiance aux institutions. Nous nous sommes rendus compte qu'à un moment donné, il y avait cette crise de confiance que nous essayons autant que peu, n'est-ce pas, de résorber à travers un ensemble d'actions de sensibilisation
nous avons, par exemple, pour ce qui est du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, nous avons mis en place un ensemble d'outils adaptés à la jeunesse. Nous avons des plateformes d'information où tout ce qui est fait à leur faveur, nous les retrouvons à l'intérieur. Mais ce que nous voyons et observons, c'est que ça n'intéresse pas forcément les jeunes. Les jeunes sont plutôt orientés vers des centres d'intérêt, parfois qui ne leur apportent pas toujours... je ne fais pas le procès aux jeunes, mais je dis il est important pour les jeunes de prendre conscience. Il est important pour les jeunes de savoir qu'ils sont le fer de lance de la nation, le dividende démographique, le capital humain sur lequel l'État et l'économie reposent. Parce que tout ce qui est fait en termes de politique publique, vise l'objectif de ce que les jeunes puissent saisir les opportunités qui sont offertes. Alors qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui vous regardent? Vous êtes au ministère de la Jeunesse, vous êtes le chef de département du Fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce que vous leur dites? S'ils viennent au ministère de la Jeunesse, est-ce qu'ils ont des réponses par rapport à leurs préoccupations, notamment insertion, emploi, accompagnement, financement? Effectivement, il y a une batterie, on va dire, une démarche qui est mise en place pour accompagner la jeunesse, notamment pour des problèmes d'information. Vous avez l'Observatoire national de la jeunesse, qui est une structure qui a pour mission d'assurer l'information et l'orientation des jeunes vers des guichets qui sont appropriés à leurs besoins. Si vous avez des jeunes qui ont besoin de financement, l'Observatoire a pour mission de les orienter vers tous les projets et programmes gouvernementaux qui traitent des problématiques de formation, de financement ou de stage pour ceux qui veulent des stages, renforcer leur employabilité. Il y a pas mal, n'est-ce pas, d'opportunités de stage. Tous les jeunes en général qui s'y rendent trouvent des solutions. La preuve, si vous allez aujourd'hui au Salon international de promotion de l'entrepreneuriat jeune, qui est actuellement en cours au Musée national, vous allez voir un volume important de jeunes qui ont bénéficié du dispositif qui a été mis en place par le gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il est simplement question pour les jeunes de reprendre confiance, d'aller vers les opportunités qui leur sont offertes, de se rapprocher, de reprendre confiance à nos institutions, de se rapprocher des structures qui ont la charge de les accompagner. Ils auront toutes les informations et nous sommes là pour eux, nous sommes là pour les accompagner. Et je vous dis aujourd'hui, beaucoup d'instruments sont mis en place. Ces instruments sont de plus en plus renforcés. Vous avez par exemple le plan triennal spécial jeune. Oui. Voilà, le plan triennal spécial jeune qui a eu pour mission, n'est-ce pas, de faciliter, d'accélérer l'insertion économique de la jeunesse à travers leur mobilisation, leur accompagnement, leur formation civique et entrepreneuriale, leur installation en emploi ou en unité de production et services, qui a permis à plusieurs jeunes de trouver un emploi, à plusieurs jeunes porteurs de projets d'être financés. Jusqu'à date, nous observons aujourd'hui des jeunes qui continuent de plus en plus, n'est-ce pas, de solliciter ce guichet-là. Et également, nous avons le volet diaspora, la jeunesse de la diaspora, qui s'intéresse pour ceux qui veulent rentrer au pays et s'installer à leur propre compte. Il y a un dispositif qui est mis en place et c'est l'objet de la création du fonds de garantie qui dispose d'un guichet spécifique dédié aux jeunes de la diaspora qui souhaitent apporter leur contribution aux demandes du pays et pour lesquels déjà on a enregistré l'année dernière 50 jeunes de la diaspora qui ont été financés et qui sont en train de s'installer en joint venture avec d'autres jeunes locaux. Et à travers ça, nous souhaitons lutter contre l'immigration par la voie opposée, c'est-à-dire amener plutôt les jeunes de la diaspora à retourner et à travailler avec ça va. Voilà. Ça va, c'est la liste de programmes et projets qui fait en sorte que tu ne sois plus tranquille, tu ne tiennes plus. Jean-Jacques, effectivement, vous avez remarqué que j'étais très dérangé par les propos de... Mais vous dites ce qui se passe. Ce qui se passe, le ministère de la Jeunesse a toute la bonne volonté. Mais Jean-Jacques, nous vivons dans une société où le monsieur qui est à ma droite n'est pas agriculteur, c'est un bureaucrate. Tous les exemples qu'on m'a donnés pendant mon cursus scolaire, quand l'enseignant voulait prendre l'exemple d'un jeune qui a réussi, il dit « Vous êtes officier de police, vous devenez enseignant ».
Comment donc aujourd'hui me déprogrammer? Parce que là, il faut me formater à zéro pour me dire que non, il faut que je reparte à l'entrepreneuriat. Ça, c'est le premier problème qui fait en sorte que les jeunes ne croient pas. Si vous avez une élite dans votre village, son fils ne va pas au niveau du MINJEC pour demander un financement de 1 million ou 1,5 million. Cet enfant entre dans une grande école et sort, il est inspecteur des impôts et autres. Ça, c'est un frein psychologique dans la tête de tous les jeunes. Au village, quand vous êtes dans les profondeurs du Cameroun, c'est pour les autres. Voilà, pour réussir, il faut être. Maintenant, il a cité l'aîné. Je ne voudrais pas qu'on soit en train de discuter sur ce qu'il a dit. Non, on veut comprendre si ce qu'il fait est insuffisant. C'est très insuffisant, Jean-Jacques, parce que si on va dans les chiffres, 80, je vais dire la moitié de la population camerounaise est jeune. Si on vous dit qu'on a financé dans la région de l'Est 100 jeunes, par exemple, qu'est-ce que ça représente? Si on finance 200 jeunes à l'extrême... Mais 200 jeunes peuvent créer 200 emplois aussi derrière, ça dépend du financement. Jean-Jacques, le problème est même dans le choix de ceux qui bénéficient. Le Cameroun est gangréné par la corruption. D'accord. Lorsqu'on parle de ces projets et programmes, qui sont les bénéficiaires? Parfois, c'est les mêmes gens qui initient les projets, qui sont à la fois les bénéficiaires derrière. On vous tend la main. D'accord, la question est posée. Ils partent pourquoi, ces jeunes? Alors que le ministère de la Jeunesse, qui n'est pas seul, parce que dans plusieurs départements ministériels, il y a des projets dédiés à la jeunesse, ils partent donc pourquoi, Hubert? Ils partent parce que quand on parlait de la confiance, il n'y a pas de confiance. Et la question fondamentale, c'est pourquoi il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance parce qu'il n'y a pas de changement. Et le changement, il est total. Hubert, si on prend les derniers chiffres du ministère de la fonction publique sur les absentéistes et ceux qui ont fui le pays alors qu'ils ont des matricules, c'est plus de 4000. Eux, ils partent pourquoi? Oui, j'ai d'abord fini avec cet aspect. Comprenez un peu. On ne peut pas les laguer. On est dans 40 années de règne dans lesquelles il y a un certain nombre de phénomènes qui se sont multipliés, notamment en termes de paupérisation. Ce n'est pas moi qui le dis. L'Institut national des statistiques, dans son dernier rapport, dit qu'en Camerounais, du moins, il y a plus de 10 000 Camerounais, 10 millions de Camerounais qui vivent avec moins de 1000 francs. Ça veut dire que ça va de 800 à 1 franc. Et du coup, dans cette ambiance-là, ça s'est construit pendant une durée. Il faut le reconnaître. Moi, je trouve un paradoxe. Le diagnostic. Les gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas 1000 francs pour vivre, réussissent à prendre un billet d'avion. Non, écoutez, ça c'est... il faut comprendre le décor. Non, je comprends. Ce que vous devez comprendre, c'est que il y en a plein qui sont là, qui veulent partir, mais ils n'ont pas justement la possibilité de prendre le billet d'avion. Ça veut dire que si on met tout le monde au niveau de la possibilité de prendre le billet d'avion, il prendra le billet d'avion. Il y a un problème de confiance. Cette confiance repose notamment sur la malgouvernance ambiante, la disparité des chances. Il y a mon frère qui parlait de ceux qui vont dans les grandes écoles. C'est-à-dire que à valeur égale, vous êtes... c'est vrai qu'il a été ici un peu lui-même dans la contradiction. Lui-même, il est... À un moment donné, les fils de personnes, entre guillemets. Voilà, à un moment donné, il a un peu été dans la contradiction. À un moment donné, il a dit non, c'est possible de passer pour entrer dans une grande école. Et après, il a rappelé que parfois, il faut être fils de. La vérité, c'est qu'il faut davantage être fils de. Comprenez, vous êtes à même niveau, parfois même plus brillant, mais dans l'ascension sociale, vous êtes au bas de l'échange et quelqu'un qui a été manifestement médiocre, qui était assis sur le même banc que vous, qui s'inspirait parfois de vos raisonnements, vous voyez comment il émerge. Et vous vous rendez clairement compte que c'est sa proximité avec un tel ou un tel qui permet. Là, vous perdez espoir. Il y a que dans les projets qui sont évoqués, la question du parrainage, monsieur. Ça existe. On ne peut pas demander aux gens d'être parrainés. C'est quoi le parrainage? Le parrainage, c'est que pour employer, il ne va pas vous dire ça. Vous ne répondez pas à sa place. Vous ne pouvez pas accuser alors qu'il est là. Il a la chance de pouvoir nous dire le parrainage, c'est quoi? Vous nous imposez le parrainage là-bas? Moi, je vais donc évoquer une situation qui... Vous gardez la main à la parole de la jeunesse la plupart du temps. Pour s'insérer, en général, sur le plan socio-économique, il y a 2 compétences à développer. Les compétences sociales et les compétences économiques ou techniques. Ce qui se passe, c'est que les compétences sociales, lorsque on fait face à une contrainte en matière de ressources, vous également, vous avez dit tout à l'heure que... Là, vous choisissez votre angle. Nous, on voulait savoir s'il y a un parrainage. Je vais vous expliquer la logique du parrainage selon certaines personnes. C'est que lorsque un jeune décide de mettre en exergue
ses valeurs morales, civiques et entrepreneuriales autour de son projet. Il va dans un bureau. Bonjour, il fait preuve de politesse. Il est très bien habillé. Il marque des points. Il arrive dans un bureau. Il connaît comment est-ce que les institutions fonctionnent. Il connaît ses droits et devoirs vis-à-vis de ces institutions. Il promeut l'engagement de soi. Il est engagé dans sa société. Il gagne des points. On l'observe indirectement. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, si nous donnons du financement à ce jeune, c'est quelqu'un qui est toujours engagé. Il fait du don de soi. Il est leader dans sa communauté. Il est très poli. Sur le plan moral, ça va bien. Il prend des initiatives. Parfois, il se retrouve dans des salons, dans des foires. Il présente des produits. On l'observe. Après, il est connu. Il a développé un ensemble de valeurs qui le projette au-delà de ses compétences économiques et techniques qu'il a appris à l'école. Ça fait qu'à un moment donné, s'il y a 10 000 de financement, et qu'on a 100 projets à hauteur d'un volume peut-être de 100 000, on va probablement utiliser le critère de compétences sociales, c'est-à-dire celui qui a développé des valeurs morales, civiques et entrepreneuriales, au-delà du technicien qui est très fort, qui est venu avec son projet, qui s'est dit, ok, tiens, voici mon projet, j'ai mon plan d'affaires, je l'ai déposé et j'attends la suite. Donc je me dis, forcément, on va me financer. Et du coup, des valeurs morales, civiques et entrepreneuriales sont celles-là qui s'ajoutent. C'est un atout. Voilà. C'est un atout. Et après, bon, est-ce que ça répond à la question de on va dire recommandations, ou je sais pas, mais ce sont des valeurs. Il y a quand même des recommandations. Bon, recommandations, je dirais, c'est un instrument qui est développé un peu partout. Quand vous voulez accéder, par exemple, à l'université, vous voulez, il y a des structures qui demandent des recommandations pour pouvoir accéder à des écoles prestigieuses. C'est éliminatoire, je ne veux pas dire que c'est discriminatoire finalement, oui. Parce que si je parle de Doumenta avec mon projet, je ne sais pas qui va signer ma recommandation et du coup, je suis exclu de la chaîne. Voilà, on revient à Hubert. Il y a la recommandation de la performance. On recommande Jean-Jacques A. Parce qu'on sait que Jean-Jacques a des capacités avérées. C'est objectif. Pour aussi. Ça c'est clair, ça se passe partout. Mais ce dont on parle d'une manne nationale où il y a un foisonnement de jeunes, 15 millions de jeunes. Chacun devra déposer son dossier. À chance égale, on ne doit pas s'appuyer sur des critères subjectifs que vous avez évoqués. Il est bien habillé. Quand on sort de Doumenta et qu'on a le critère de l'entreprise. Non, écoutez, on est en train de parler de... Monsieur, je ne suis pas d'accord. On est en train de parler, Jean-Jacques, de l'insertion sociale des jeunes. Donc le critère n'est pas le port du costume. Bon Dieu, pour acheter un costume, pour quelqu'un qui cherche le boulot... Pas forcément costume. Oui, de toute façon, je dis ça comme ça, c'est une image. Et vous aimez bien évoquer Doumenta, votre village. Naturellement, c'est... On s'habille bien là-bas. Oui, je ne dis pas qu'on s'habille pas bien, mais la veste n'est pas à portée de main. Un garçon qui a mis son bac au lycée de Doumenta, on ne sait pas s'il y en a un. Quand il vient à Yaoundé, vous n'avez pas lui demander. Il met son... Il s'habille. Il s'habille bien. Il dépose costume. L'idée n'est pas qu'il vient. Hubert, oui. Je voudrais revenir là-dessus. Vous êtes chef d'entreprise. Oui. Vous savez que l'attitude de celui qui vient demander l'emploi compte. Le problème, c'est qu'on peut se projeter à partir de son attitude, manifestement, voir ce qu'il peut apporter. On ne se comprend pas à ce niveau. Je veux qu'on se comprenne. Oui, je suis d'accord. On n'est pas dans une quête d'emploi. On n'est pas là en train de... Même dans le projet. On vient demander l'argent. On est en train de vous dire... la tête d'un bangaman. Le président de la République prononce un discours, il dit, je mets à la disposition des jeunes 100 milliards dans un projet qu'il appelle le plan triennal, qui concerne les jeunes. Et le principal élément qu'on met en avant, c'est le fait qu'un jeune propose un business plan, son projet un business plan, il vient le déposer, on l'étudie naturellement, s'il s'avère que son business plan est admissible, il n'a qu'à être retenu, sans avoir espéré qu'il ait dit bonjour à quelqu'un ou pas, parce que de toute façon, c'est pas parce qu'on n'a pas reçu les valeurs éducationnelles de bonjour à la maison qu'on est d'office exclu de la manne nationale. Si c'est ce critère qui prévaut, je dis que c'est une aberration et ça confirme le fonctionnement en réalité. Quelqu'un a parlé justement du plan triennal, moi aussi je l'ai évoqué tout à l'heure. Le plan triennal, je ne sais pas s'il est achevé aujourd'hui. Non, le dernier rapport l'année dernière disait qu'on on avait consommé, je crois, 53 milliards. Il est passé de 3 ans à 7 ans.
Mais on l'appelle toujours triennal. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, on ne parvient pas à consommer 100 milliards dans un environnement où il y a le chômage? Je m'interroge. Ça s'inscrit dans le cadre de la sous-consommation. On a la chance qu'on a la voix du ministère. Pour répondre exactement on a la chance qu'on a la voix du ministère. Vous avez évoqué les questions d'enseignants. Je suis aussi enseignant, par ailleurs. Pourquoi est-ce que dans une période précise, les enseignants sont partis? Les enseignants sont partis parce que, bien qu'étant mal payés, ils ont tenté de revendiquer. En retour, ils ont reçu la répression administrative. Elle a été verticale. Elle a atteint le sommet quand c'est le président de la République qui s'est agressé à eux pendant qu'ils attendaient qu'un discours manifestement apaisant soit prononcé par lui avec un ton martial. Le président a parlé. Et non, le ton présidentiel. Non, le ton présidentiel. Il peut s'expliquer, mais on sait au moins que le dossier concernant les enseignants a connu beaucoup d'évolutions. Oui, mais beaucoup sont partis. Voilà, il n'a pas été patient. Et quand c'est un enseignant qui part à Jean-Jacques, il faut réfléchir. Un enseignant, c'est pas... Dans les deux sens. Oui, dans les deux naturellement. Un enseignant, c'est pas le consommateur de ce que on relevait à la première thématique. C'est quelqu'un qui est naturellement bien construit, qui connaît ses droits, qui est courtois et ses devoirs. Et à un moment donné, au lieu de faire face au professeur, il peut faire partie. Parce que lui, encore dans le droit. Élément de réponse sur le plan spécial triennal jeune, qui est au-delà de 3 ans déjà. Ok, je voulais dire que, en fait, la mise en œuvre du plan spécial jeune est issue de la capitalisation de d'autres projets gouvernementaux de l'insertion socio-économique des jeunes dans lesquels on a observé un certain nombre de manquements. Je vous assure, il y a des jeunes qui viennent, qui sont même d'abord très bien. Parce que quand je parle de vestimentaire, d'être propre, vraiment, c'est une valeur. C'est une valeur. C'est une valeur. Si vous ouvrez votre entreprise, et que vous n'êtes pas présentable, les gens vont douter de votre produit. On se dit peut-être vous n'êtes pas sérieux. Je dis comme la forme suspecte de voilà. Maintenant, on a eu des jeunes qui ont eu des financements et qui ont payé les billets d'avion avec ces financements. Vous voyez un peu. On a eu des jeunes qui arrivent par nécessité. Oh, j'ai appris qu'il y a des financements au ministère de la Jeunesse. Ils viennent simplement parce qu'ils veulent obtenir un financement et détourner l'objet de ce financement. Quand je parle des valeurs morales civiques, en fait, ce sont ces valeurs-là qui témoignent, n'est-ce pas, de ce que ce jeune gagne la confiance, ce jeune va pouvoir mettre en œuvre son projet, de manière à ce que les financements qui lui sont accordés ne seront pas distraits. Vous voyez un peu, le jeune crée la relation avec l'institution. Si vous ne créez pas la relation, il y a de très fortes chances que cet argent, cet accompagnement qu'on va donner aux jeunes soit distrait. C'est de ça qui est la question. D'accord, vous aurez le temps de réagir tout à l'heure, Patrick, sur la question qui est posée. Pourquoi est-ce qu'ils partent alors que le gouvernement dit avoir un ensemble d'outils de création, d'insertion, de formation même, mais ils sont toujours tentés de partir. Oui, justement, il faut comprendre une chose. Ceux qui partent de façon légale, ce ne sont pas ceux-là qui n'ont pas d'emploi. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que ceux qui partent, ce sont des enseignants, sont des médecins. C'est une classe de corps, de métiers qui, effectivement, sont en train de partir. Et il faudra le dire. Lorsque tu finis, par exemple, tu fais ton école normale à l'époque où l'État, c'était encore par intégration, l'État subventionne les écoles publiques. À partir de cet instant, l'État ne peut pas avoir investi tant d'argent sur sa jeunesse afin de pouvoir les former, et l'État se permet de laisser que ces intelligences puissent pour aller servir ailleurs. Pour aller servir ceux qui n'ont rien dépensé pour la formation. Je dis encore que quand vous prenez le cas des écoles de médecine, les 50 000 qu'on paye dans les facultés de médecine publiques, ce n'est qu'une infime partie. L'État subventionne ces écoles. Oui. Mais comment comprendre donc après avoir investi, parce que ça c'est de l'investissement, après avoir investi tant sur l'humain afin de pouvoir avoir un personnel qualifié, vous laissez ce personnel à la merci des autres qui, eux, ils vont trouver de l'importance à les avoir. Là, ça devient un problème de l'État qui finance un projet et ne suit plus son projet. Deuxième chose, lorsque l'État met sur pied des systèmes éducatifs, l'État ne se soucie pas de projeter
un modèle de système éducatif porté vers l'entrepreneuriat. Regardez très bien aujourd'hui, on a deux systèmes éducatifs, le système d'enseignement général et l'autre côté, le système d'enseignement technique. Mais qu'est-ce qui est beaucoup plus promu au Cameroun? C'est le système d'enseignement général. À la limite, toutes les décisions sont prises uniquement pour l'enseignement général. C'est pour promouvoir cet enfant-là qui entre en 6e, arrive en terminale avec un bac général et en réalité, connaissant très bien le contexte dans lequel ils ont fréquenté, ils n'ont rien qui puisse leur permettre de s'insérer socialement. Ils sont vides. Or, tout à côté, vous avez un autre système d'enseignement technique où un enfant, il faut arriver en 4e année, a déjà des aptitudes, a déjà des compétences à pouvoir s'insérer dans la société, mais on les laisse. Je voudrais mettre à défi de nous dire quel est l'enseignement sur l'université d'État où un enfant qui finit son baccalauréat d'enseignement technique peut directement entrer, comme c'est le cas dans l'enseignement général. Lorsqu'il y a ces échecs-là, vous vous attendez à ce que 75% de ceux qui terminent avec le bac général puissent se retrouver au ministère de la Jeunesse pour créer des entreprises, pour créer des emplois. Comment? Avec quelles compétences? Tout commence vers la base. On n'est pas forcément le plus compétent. On peut bâtir son projet. Je parle de compétences en termes techniques. Vous n'êtes pas obligé d'être un technicien pour créer, pour avoir un projet. Je suis d'accord. On peut exclure le bac général de l'imagination, de la créativité. Nous voulons bien être d'accord. Est-ce que ça justifie le départ massif? Justement parce qu'ils se retrouvent, dans leur immense majorité, se retrouvent dans ces derniers qui vont donc profiter. Parce que là, moi, je voulais dissocier ceux qui prennent la mer pour partir et ceux-là, les aventuriers, et ceux-là qui prennent des crédits bancaires et qui partent. Ceux-là qui amassent nos salaires et qui partent. Ceux-là ont déjà des compétences où le gouvernement a eu effectivement à mettre ces compétences à leur disposition. Ils les ont. Et parmi eux, les fruits de l'enseignement général. Effectivement. Ils sont des affaires. Et ils partent. Et quand ils partent, c'est parce qu'ils se retrouvent ils iront dans une société bien organisée qui va les accueillir, permettre qu'ils aient une certaine insertion. Et on a le retour de ceux qui partent. Avec une rémunération conséquente. Avec une rémunération conséquente. On a le retour de ceux qui partent. C'est un peu de la triche, non? C'est un peu de la triche. Vous faites former par l'État et puis vous partez... Justement, si vous ne pouvez pas connaître la valeur de cette bouteille la revendication devrait être pourquoi on n'a pas de salaire. Justement, si vous ne pouvez pas connaître la valeur de cette bouteille d'eau entre vos mains, il faudrait que si quelqu'un d'autre lui connaît cette valeur, qu'il puisse vous la prendre. C'est ça le problème. Il faudrait qu'on mette sur pied des politiques empêchant ainsi nos jeunes, nos intelligences à pouvoir migrer de l'autre côté. Et j'ai aimé tout à l'heure, lorsque le ministère nous a reconnu l'insuffisance dans la communication. C'est insuffisant. Le ministère demande de venir vers la communication. C'est là le problème. On peut lui retourner la question. Si vous permettez, c'est là le problème. Le Cameroun est resté aujourd'hui dans des méthodes de communication classiques. Or, le monde est en train d'évoluer. Ah non, là, on va repartir au ministère quand même. En matière de plateforme d'information digitale. Justement, je vais y arriver. Il a effectivement cité les plateformes digitales où on peut retrouver ces informations. Or, je voudrais rappeler ici que ce n'est pas ces plateformes digitales que les jeunes d'aujourd'hui naviguent pour retrouver les informations. C'est pas la faute du ministère aussi. Mais il revient. C'est pas la faute du ministère. Si vous choisissez d'aller sur les sites porno, au lieu d'aller communiquer ces plateformes. Une communication qui n'atteint pas sa cible, c'est une communication qui n'atteint pas sa cible n'est pas une communication. Il faudrait revoir, et ce n'est même pas le cas, le seul cas. Le ministère vous a répondu par quelque chose d'une image. Actuellement, c'est tient au Musée national. Comment on appelle ça, le forum sur le salon national de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Réponse par l'image. Est-ce que les jeunes y vont? Est-ce que les jeunes y sont? Est-ce qu'on peut évaluer les quantités? La communication sur ce salon a été faite où?
Comment? Posons-nous des questions. La communication sur ce salon a été faite était en comment? Vous n'avez pas été informé. Moi, je n'ai pas été informé, par exemple. Moi, je suis jeune. Ce jeune qui est à Mongondiap natal, a-t-il été au courant de ce salon? Est-ce qu'il a regardé la Parce que ne limitons pas seulement la jeunesse, et c'est ce que le ministère a dit. Limite la jeunesse uniquement les jeunesses de la métropole. D'accord. Or, quand on sait très bien que dans les arrière-pays, ces derniers ont également besoin de ces informations. Et je rappelle qu'ils ont les délégations départementales dans beaucoup de départements où, je vous assure, vous arrivez, parfois même ils arrivent, c'est-à-dire que même la simple visite, parfois tu ne retrouves même pas le personnel sur place pour te renseigner. À un moment donné, c'est comme si ils font des apparitions sporadiques dans les établissements. Ils essaient de communiquer à la veille du 11 février. Il y a quand même des effectivement, oui. C'est pour vous dire qu'à la veille du 11 février, ils font parfois des efforts d'arriver et ils demandent aux jeunes de se déployer. D'accord. Vous dites au ministère des Sports, de la jeunesse, de se améliorer la communication, se rapprocher de la jeunesse, de trouver un peu plus d'espace d'échange avec la jeunesse. Exactement. En zone urbaine comme en campagne. Surtout en campagne. Comment en campagne? D'accord. Surtout en campagne. D'accord. Je viens à toi, Maurice, pour comprendre pourquoi pourquoi les jeunes partent. On n'est pas là pour frustrer les gens. C'est Patrick qui a parlé longtemps. Il est obligé de réagir. Il veut bien avoir le même temps que le représentant. Il est obligé de réagir, le représentant de l'unité, parce que vous avez dit que vous avez des questions et il va répondre. Voilà, allez-y. Non, le constat, c'est que aujourd'hui, la ressource humaine, les jeunes partent. Le Cameroun se vide de sa jeunesse et de sa jeunesse formée. La raison, c'est quoi? La raison, c'est que si on revient, parce que c'est bien de... Moi, je vais rester dans le macro. Si on revient au SND 30, mais bien avant, au DSE, on peut demander est-ce que les objectifs économiques ont été atteints? Parce qu'il faut le dire, pour la plupart, c'est pour des questions économiques. C'est parce qu'on cherche un mieux vivre, un bien-être ailleurs. Parce que je voudrais rappeler ici que j'ai mon petit frère qui est parti il y a 5 ans. Mon petit frère. Oui. Moi, je travaille au Cameroun, je travaille depuis 10 ans. Oui. Le petit a envoyé l'argent, on lui a acheté 2 terrains, et il est en train de se faire un duplex. Je dis, mon petit frère. Vous n'avez pas de terrain? Moi, j'en ai. Après 10 ans de travail, c'est trop. Je dis que le petit a 5 ans, il est même étudiant, et il travaille, et il étudie. Il est en train de se faire un duplex. Ici. Vous pensez que ça ne me donne pas envie de vouloir partir? Un gars comme moi qui travaille depuis 2013. On va pas se mettre au niveau du Canada. C'est pour dire que... Il faut qu'on vive nos réalités aussi. Oui, aujourd'hui, nos réalités aussi, c'est très facile. Il y en a qui partent là-bas et qui n'ont même pas acheté une brouette depuis qu'ils sont partis. Je ne refuse pas. Mais si tu y vas et que tu as envie vraiment de travailler, bah, tu vas t'en sortir parce que les conditions sont plus favorables en réalité. Et c'est pas comparable. Avec le Cameroun. Effectivement. Et même si on forme des gens à qui on donne des salaires de misère. Parce que le monde de l'emploi, c'est un monde de compétition. Vous pensez que d'autres seront là-bas en haut. Ils vont voler. Ils vont détourner. Au détriment du professeur qui enseigne ton enfant, il demande son argent, vous le foutez. Non, est-ce que c'est seulement les gens d'en haut là qui volent et qui détournent? Non, vous savez quand même que vous avez les gens de votre génération qui ont 5 ans à la douane, aux impôts, qui ont des duplex, qui ont des mini-cités, et ils ne sont pas hauts là-bas. Regarde, en Chine, on traque plus de voleurs à inspecter les impôts que ceux qui sont au gouvernement. Si vous regardez, c'est plus dangereux. C'est de mon... Il s'agit un peu de mon domaine. Moi, je suis fiscaliste. Je suis comptable et fiscaliste. Aujourd'hui, le personnel, la direction générale des impôts, les gars sont en train de demander des affectations et dans d'autres services. L'agent ne circule plus. Oui, l'agent ne circule plus. Parce qu'on paye, tout est devenu électronique. Tu déclares tes impôts, tu payes pour Orange Money. Donc, il n'y a plus la possibilité d'aller dans un centre d'impôt, pour avoir son attestation conformité fiscale comme avant, il fallait négocier avec le chef de centre, tu payes la patente là. Donc, aujourd'hui, vous voyez que quand l'argent ne circule plus, les gars sont en train, je vous dis parce que j'ai des amis,
au ministère des Finances Ça me donne qui tout demande Mais là, c'est pas là. Mais c'est bien effectivement, plutôt pour le Cameroun. non? bien sûr, c'est bien. Mais comme je l'ai dit ailleurs, c'est que ça ressemble un peu à une situation où on a déplacé l'épicentre du vol. C'est-à-dire que comme les gars pouvaient voler en bas, là, on a enlevé ça. Et maintenant, c'est les gars qui ont accès donc au compte Orange Money, où on paye les impôts, et au virement bancaire, accès à enlever cet argent-là. C'est eux qui peuvent poser des actes pas très catholiques avec cet argent-là. Donc aujourd'hui, je dis... On va chercher des conditions meilleures. C'est ça. C'est la principale raison. Mais aujourd'hui, il faut savoir, Jean-Jacques, que c'est parce que l'État a échoué. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans un pays où on forme sa jeunesse et on laisse ces jeunesses partir parce qu'il n'y a pas d'emploi. Parce que sur place, les gens ne savent pas quoi faire. Tout à l'heure, on parlait d'entrepreneuriat. Mais il faut savoir que notre système éducatif, et il en a parlé, forme des futurs chômeurs. Moi, j'en reçois dans le cadre de mon cabinet tout le temps. C'est-à-dire, tu reçois un gars qui a un Master 2 à soi, il a fait SECO. Mais il est nul, il est vite. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'il y a d'autres je vous dis, il a besoin fruits, de produits, formation. de SECO qui sont bien, qui ne sont pas nuls. Toi, tu as eu un nul là, tu as raconté. Depuis des années, je vous dis, je dirige un cabinet d'expertise comptable à Bastos depuis une dizaine d'années. Donc je dis encore que tu reçois, mais tu sens que le gars est vite techniquement. Vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, il faut regarder les entreprises que les jeunes créent. Si vous regardez les statistiques de l'INS, on vous dit que pratiquement 8 entreprises là sur 10 meurent avant 5 ans. C'est-à-dire que les jeunes veulent créer des entreprises. Alors que la tienne, elle est vie. Elle est vie parce que... Un cabinet comptable. Mais bien sûr, parce que tenu par un jeune technicien qui est passé par une formation au privé. D'accord. L'État camerounais n'a pas formé, il a bien dépensé. Non, mais c'est l'État. C'est la formation du Cameroun. Et donc, c'est l'État qui crée le cadre pour que ces formations privées la soutiennent. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des solutions. Je ne sais pas si c'est le moment où il y aura... Allons-y. Mais c'est qu'il faut créer dans notre environnement un cadre qui permet de créer de la valeur ajoutée. Oui. Je vais vous prendre un petit exemple, vraiment en une minute, si vous me laissez. Allez-y. Si vous prenez un entrepreneur étranger, un industriel qui vient au Cameroun acheter soit les fèves de café ou de cacao, il vient acheter le kilogramme. C'est vrai que pour le café, pour le cacao, c'est un peu grimpé. Mais le café, c'est 500 francs. Non, donc moins 500 francs. Le café non, j'ai dit le kilogramme. Oui, mais mettons même à 1000 francs. Oui, suivez. Mettons même à 5000 si vous voulez. Que le kilogramme de café, l'industriel là vient acheter ici à 1000 francs, d'un peu plus d'1 euro. Quand il vient, il achète. Il vient avec le bateau. Il a assuré ce bateau contre les pirates de mer qui travaillent dans ces assurances. Ce sont des assurances de leur pays. Donc ça fait travailler les citoyens de ce pays-là. Oui. Il va transporter. Il arrive à la douane. Dans son pays, il faut payer la douane. Donc l'État a de l'argent. Ça va entrer à l'usine. Qui travaille dans les usines? C'est toujours les citoyens du pays. On va transformer jusqu'à avoir le produit fini. C'est-à-dire que, et nous on a fait une étude où on a interrogé le barman français. Quand tu achètes 1 kg de poudre de café que tu achètes au supermarché, quand tu sers à tes clients, combien de grammes tu mets dans une tasse de café? Il met en moins 10 grammes. Ça veut dire quand il a vendu les 1 kg de poudre de café, il a vendu 100 tasses. Il vend la tasse moyennement à 2 euros, selon l'environnement où il est en train de faire son commerce. 2 euros, ça veut dire que quand il a vendu les 100 tasses, il a récolté 200 euros. 200 euros, c'est pratiquement 130 000 francs CFA. 130 000 francs CFA. Or, à combien l'Européen est venu acheter la poudre de café ici? J'ai dit, mettons à 1000 francs. Donc, on est là dans un commerce nord-sud. Il transforme tout ça et il vend le produit fini à 130 000. Or, on est venu acheter à l'artisan à 1000 francs. C'est pour vous dire que si on transforme nos matières premières sur place, minerais, minéralogiques, en des produits finis, je vous dis, on tue le chômage, on crée de l'emploi sur place, il y aura des usines, les jeunes vont travailler et je vous le dis, il n'y aura pas de chômage dans ce pays. Parce que on va dire à cet industriel là que
Tu viens ici acheter le produit fini, on ne va pas lui vendre ça à 130 000. On lui dit, viens acheter le produit fini, la poudre de café, même à 30 000 francs. Laissons-lui les 150 000 qui est au-dessus. Le Cameroun peut rembourser sa dette interne et externe 3 fois. Le Cameroun peut vivre pendant 2 ans sans rien faire. Donc je dis la solution, c'est celle-là, c'est de transformer nos matières premières. D'accord. Je lis 2 ou 3 messages. Ils iront sur Facebook, les jeunes. Regardez vos posts. On dit ce qui se passe. Hein, que quand vous venez pour solliciter un appui, on va regarder vos posts sur Facebook. Malheur à vous, si un jour vous avez fait des critiques contre le pouvoir en place, ils jetteront vos dossiers directs et tu les retrouveras chez la vendeuse de pain au quartier. Nous n'y croyons pas d'ailleurs. Nous n'avons jamais cru. Jean-Jacques, connaissez-vous des jeunes qui ont bénéficié de ce financement? Ce sont tous des neveux, cousins ou connaissances des grands de la République. Farel depuis Jouvence, et Yves dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas ce qui se passe. C'est ça, Yves? Voilà, tout le monde a entendu dire que ce n'est pas ce qui se passe de ce côté-là. On peut déposer son projet et avoir quelques financements. Oui, Mohamed, je viens à toi le temps de retrouver justement d'autres interventions. Par message, par SMS ou par WhatsApp, sur comment faire. Les questions de communication sont fondamentales. Si vous allez au ministère de la Jeunesse, vous avez ce fonds qui existe, vous avez les projets divers, nombreux, qui sont, mais le jeune qui est à Yaoundé, avant de parler de celui qui est à Ndjang, celui qui est à Yaoundé semble ne même pas être au courant. Jean-Jacques, le problème du ministère de la Jeunesse, c'est qu'il ne s'inspire pas de ce que fait le ministère de la Santé publique. Pour avoir exercé dans des radios communautaires, je voudrais dire que le ministère de la Santé rattrape même les campements Bororo et Pygmée pour vacciner les enfants. Voilà. C'est pourquoi vous entendez qu'il y a des chiffres qui montent. Si le ministère de la Jeunesse veut toucher les jeunes, le ministère va toucher les jeunes. Mon co-panéliste tout à l'heure a évoqué le fait que les fonctionnaires même du ministère dans les arrondissements, leurs bureaux sont fermés. Leurs bureaux sont fermés. Les sous-préfets se plaignent chaque jour du fait que ces personnels sont affectés. S'ils sont proches de Bertois, ils résident à Bertois. S'ils sont proches de Ngelmendouka, ils résident à Bamban. Et ils vont de temps en temps rendre visite aux populations. Il y a même des jeunes en plein chef-lieu d'arrondissement qui ne connaissent pas. Projets. Ils ont des projets. Je connais le chef CMPJ, c'est comme ça qu'on l'appelle, de Hawaï, qui descend régulièrement sur le terrain. D'ailleurs, quand on voit ses postes, on voit comment il est au contact avec les populations. Mais ce qui n'est pas, Jean-Jacques, le cas de plusieurs personnes. Moi, je pense que le ministère de la Jeunesse devrait plus se faire accompagner par des experts en communication. Et moi, je prends le modèle du ministère de la Santé publique, l'OPEV, le programme élargi de vaccination. On va saluer le chef de la communication, David. Voilà, c'est David qui t'écoute là. Voilà, donc eux, ils ont réussi à toucher les bébés qui ne parlent pas. Comment le ministère de la Jeunesse fait pour ne pas toucher les jeunes qui s'expriment comme je m'exprime là? Maintenant, Jean-Jacques, je voulais renchérir sur les propos du communicant du MRC pour dire que l'État n'est pas tombé, l'État du Cameroun est debout. Le développement, c'est un processus. Nous sommes un État jeune. C'est normal que nous puissions connaître... C'est quoi l'ADPC qui parle? L'État du Cameroun... On est plus jeune. C'est pas jeune. C'est parce que comment les aînés me traitent sur le plateau. Bon, je vous savez quand même que les jeunes qui disent que la vie est meilleure ailleurs, ils ne savent pas qu'il a fallu des siècles pour que le Canada soit là où il est. Mais des siècles de travail. Vous avez des gens au Cameroun qui vous disent, mais Jean-Jacques, vous êtes talentueux, que faites-vous au Cameroun? Notre pays n'est pas fait pour avoir que les gens qui ne sont pas compétents. Qui sont médiocres. Il faut que notre pays également puisse avoir des valeurs. Donc Jean-Jacques, moi en termes de proposition, ce que je voudrais dire, l'État du Cameroun est orienté vers quelque chose d'intéressant, c'est la décentralisation. Moi, je ne suis pas satisfait d'avoir à côté de moi quelqu'un qui est assis à Yaoundé et qui parle à un jeune de Mandjou chez moi. Je ne suis pas satisfait. Aujourd'hui, dans le transfert des compétences, le ministère de la Jeunesse doit
dégager toutes ces compétences vers les communes et vers la région. Je crois que le maire de chez moi est plus à même de résoudre mes problèmes qu'un monsieur qui est assis à Yaoundé. Et ce n'est pas ce transfert de compétences sans ressources que je demande. Je suis ce jeune-là qui vient ici pour demander le transfert des compétences et le transfert de ressources. Si au lieu de tenir des réunions, des colloques à Yaoundé, en Balmayo, toutes ces villes environnantes de Yaoundé, pilules de séminaires, où on parle, lorsqu'on vous dit que le chef de l'État a donné 100 milliards pour le plan triennal spécial jeune. Je remercie d'ailleurs le chef de l'État, mais je vais vous dire qu'au ministère, on va organiser au moins les colloques et les séminaires pour 30 milliards. Pourquoi organiser tout cela? Pourquoi ne pas transférer toutes ces ressources vers la commune? La commune de Doumentan, si je prends l'exemple, a 25 conseillers. Chaque conseiller représente au moins 1 à 2 villages. Vous pensez qu'un fonctionnaire du ministère de la Jeunesse est plus à même de parler à ces jeunes et de connaître leurs problèmes plus que le conseiller municipal Jean-Jacques? Mais vous avez un délégué d'arrondissement là-bas. Jean-Jacques, le délégué d'arrondissement. Il y a le chef CPMJ. Jean-Jacques, ces personnels de l'État dans la décentralisation doivent être des personnes ressources. Ils doivent venir mettre leurs compétences au service de la mairie. Mais ne dédouanons pas les mairies. On peut bien parler de l'État, mais ne dédouanons pas également les mairies qui peuvent développer des projets pour maintenir sur place les jeunes. Jean-Jacques, ils ont des ressources. Jean-Jacques, ma proposition est la suivante. Pourquoi prendre 100 milliards et les garder à Yaoundé et dire que moi, même s'ils ont des fonctionnaires sur le terrain, ce que moi je propose, Jean-Jacques, je suis un jeune qui croit en ce pays. Je suis un jeune qui pense que je peux m'en sortir ici. Pour cela, il faut que ceux qui sont assis à Yaoundé pensent à dégager autant pour moi les ressources vers l'arrière-pays. Et à partir de là, Jean-Jacques, vous verrez que moi je connais par exemple le ministère des petites et moyennes entreprises qui chaque année met à la disposition des communes pour le financement des gigs de ressources. Mais pourquoi ceux qui sont à Yaoundé gardent de l'argent? Ils gardent de l'argent pour organiser les colloques. Jean-Jacques, moi je pense on va continuer, parce qu'il doit réagir forcément. Il a fini, Jean-Jacques, avec votre permission pour chuter. Il faut qu'on enlève dans la tête du jeune Camerounais, dès l'école maternelle, qu'il peut s'en sortir seulement en devenant fonctionnaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut qu'on arrête de fonctionner comme un État procédurier. C'est-à-dire, pour vous donner 100 francs, on fait les réunions pour 200. Il faut aller directement. Je suis jeune étudiant à l'ESTIC. Je vais sortir. À la fin, on met en place un système qui me permet de créer un journal, par exemple spécialisé dans l'actualité de ma localité, pour permettre à ce que ça marche. Ou la promotion des peuples moraux. On a compris tout cela. Bonsoir le plateau, bon débat. Quand on dit que les jeunes ne sont pas informés, j'aimerais comprendre comment se fait-il qu'un jeune qui vit dans un coin reculé du village et réussit à avoir dans son téléphone les messages confidentiels et les très hautes instructions, mais n'arrive pas à avoir des projets qui lui sont proposés. À Tanga de Mokolo, on vous salue là-bas du côté de Mokolo. Tout cela pour que les jeunes ont difficilement accès à ces informations et paradoxalement, il est facile pour n'importe qui de recevoir sans effort les très hautes instructions et tout le tapage MINICEP, FECAFOOT, ainsi de suite. Donc c'est Bonsoir Info TV. Beaucoup de jeunes qui sont dans l'élevage des poules réussissent à abandonner l'année prochaine à cause des impôts. Ils seront abandonnés l'année prochaine à cause des impôts. Bonsoir le panel, très belle thématique. Prière d'afficher de temps en temps le nom de vos panélistes. Voilà, c'est compris. Saïd de Garoua, qui veut certainement noter le nom de monsieur le directeur du ministère. Bonsoir, l'immigration des jeunes au Canada est le fait que la plupart ne veulent pas faire des efforts. Les Camerounais, pour la plupart des jeunes, ne veulent pas entreprendre. En plus, les Camerounais veulent être tous riches. Alors, le Cameroun a des opportunités, alors que le Cameroun a des opportunités qui demandent à mettre en valeur. Je suis enseignant à Loïs de Ouaban, qui dit que les Camerounais sont paresseux, ils veulent être riches là maintenant. Quand on nous laisse, qu'est-ce qu'il dit dès le départ? Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis Fred Loïc Fouman. Je veux savoir comment faire
pour intégrer votre action de bonne volonté. J'ai une petite entreprise, je produis, c'est pas une action de bonne volonté, c'est des projets et des programmes. Je produis le poisson et maintenant je suis victime d'une énorme perte. En 2024, je veux que vous me relanciez cette activité-là. Les Afumban, hein. Et s'il vous plaît, quand j'ai soumis mon problème au gouvernement, ils m'ont demandé que je veux l'argent pour fuir le pays et ne pas revenir. Quand nous on laisse ce genre de choses-là, en tout cas, on a compris ce qu'il est en train d'indiquer dans son message. Bonsoir à tous. Merci a priori pour la pertinence du thème et de son actualité. Que peut attendre une jeunesse hypocritement qualifiée de fer de lance de la nation d'un gouvernement klepto-générateur, les mots compliqués, gérontocratique, là ça vous ressemble là. C'est les expressions qui sortent très facilement. Même quand il y a des projets pour jeunes, on l'octroie de manière discriminatoire et au gré du faciès. Du faciès. Les jeunes n'ont pas d'alternative que de migrer. Docteur Ndam Amadou, du côté de Fumban, qui nous parle de la sélection au faciès. Lorsqu'on vient à les projets, ça vous concerne, hein? Ouais, moi je vais réagir par rapport à si possible. Allez-y. D'abord, je vais commencer par mon cher Ali, pour lui dire que voilà, c'est ça en fait l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, le manque, la qualité de l'information que nous manipulons. Je pense qu'il y a un déficit d'information de la part des acteurs. Parfois, c'est des informations que nous avons à nos dispositions ne sont pas toujours tirées de la bonne source. Donc moi, je vais dire clairement ici que 90% des ressources du plan Ténat spécial jeune sont dédiées au financement. On ne fait pas de séminaires, on ne fait pas... Voilà. Tous les jeunes qui sont bénéficiaires vont ouvrir un compte bancaire, on leur fait le virement, les financements qui ont été arrêtés par rapport à la maturation de leur projet, par rapport à la procédure qui est définie dans le cadre de ces financements-là. 90%. Autre chose aussi, les jeunes se situent dans les villages, dans les arrondissements qui sont coiffés par les mairies. Tous les jeunes qui sont financés, il n'y a pas une ville qui n'est pas dans un arrondissement, il n'y a pas un arrondissement qui n'est pas dans une ville. Quand on parle de urbanisme, c'est Yaoundé 7, c'est Yaoundé 6, ce sont des communes. À l'intérieur des communes, il y a des jeunes qui sont dans les quartiers, ainsi de suite. Donc, pour la logique de la décentralisation, tous les jeunes qui sont financés, bénéficiaires du plan Ténat spécial jeune, sont dans les communes, dans les villages des communes. Je vais prendre l'exemple du domaine de l'agriculture. Le plan Ténat spécial jeune finance les villages pionniers qui sont des espaces, n'est-ce pas, de grande superficie autour duquel est développée, n'est-ce pas, une filière qui peut être le manioc, la banane, le plantain. Mais ceux qui nous écrivent, Yves, disent que ceux qui bénéficient de ces financements sont des miraculés. Que les autres... Ceux qui bénéficient de ces financements, ce sont ceux qui ont confiance en l'État. C'est ceux qui vont vers l'État, ceux qui échangent avec l'État, c'est ceux qui se font accompagner, n'est-ce pas? Notre ami de Fambali qui est venu, il a demandé l'argent avec toi là. C'est sûr que tu veux partir avec la... Bon, je ne sais pas quelle est la relation qu'il entretient. On a regardé, on a compris que le type justement, on évoquait tout à l'heure un ensemble de valeurs que les jeunes, que nous souhaitons que les jeunes développent. Notamment, pourquoi vous ne communiquez pas assez sur les success stories? Le jeune veut voir quelqu'un qui est parti de nulle part, qui a bénéficié du plan triennal jeune qui dure depuis des années et qui a réussi à monter quelque chose. Exactement, c'est l'occasion justement de la mise en place d'un salon dans lequel vous avez des icônes, des jeunes qui sont seniors, qui ont bénéficié du plan Ténat spécial jeune, qui transmettent, n'est-ce pas, les compétences, qui essayent d'accompagner les autres jeunes à limiter ou alors à contourner les obstacles qui pourraient, n'est-ce pas, entraver le développement de leur projet. Si les jeunes vont dans les salons, vont dans les activités, participent à ces activités, c'est dans des salons, dans des foires qui sont organisés à leur intention, qui vont rencontrer leur père, qui vont se connecter avec d'autres jeunes, qui vont leur dire, le plan triennal, tous ces projets-là, c'est la vérité. Nous avons commencé comme ça, voilà comment nous sommes passés et nous avons réussi. Nous allons tenir votre main, jeune à jeune, et nous allons vous accompagner.
pour que à la fin... Ali, c'est la question de communication. Pour finir la question de cette question de communication qui paraît quand même fondamentale, le ministère de la Jeunesse a combien de programmes pour les jeunes aujourd'hui? Le ministère de la Jeunesse a une dizaine de programmes. Et chaque programme attaque un problème spécifique en matière d'insertion. Une dizaine de programmes. Oui. Ali connaît combien de programmes du ministère de la Jeunesse? Jean-Jacques, pratiquement aucun. Pourquoi vous ne connaissez pas l'OPAGER U? C'est au ministère de la Jeunesse? Effectivement. L'OPAGER U, on a entendu parler. Moi, je voudrais également dire aux responsables du MINJEC que le ministère de la Jeunesse, quand je parle de décentralisation, c'est une façon de désengager l'État central. Jean-Jacques, aujourd'hui, pour avoir le titre foncier, il faut avoir 40 ans. Moi qui ai à peine 27 ans, je fais comment? Non, Jean-Jacques, je veux revenir sur un problème sérieux. Un projet se met en place au sol et non au ciel. Alors, comment on fait pour donner de l'argent à un jeune qui ne peut même pas justifier d'un titre foncier? La solidarité... Non, je voudrais attirer l'attention. Vous souhaiteriez que l'État apporte de la facilité pour avoir accès foncier. Je suis d'accord là-dessus. Je vais juste présenter la situation. Jean-Jacques Zé, en 5 secondes, la problématique de l'immigration des jeunes doit être traitée comme un problème essentiel. Moi, j'ai entendu parler ici de conférences nationales sur l'éducation, conférences nationales sur la communication. Les États généraux. États généraux, le terme juste, merci. Il faut que l'État organise des États généraux de la jeunesse. Et là, on fait intervenir tous les partis. Mais nous, on est dans la communication, les résultats de États généraux de la communication jusqu'à présent. Voilà. Alors, il y a une dizaine de projets et programmes au ministère de la Jeunesse. Il y a d'autres départements ministériels qui ont des programmes pour les jeunes, pour le soutien au projet. Le MINADER en a suffisamment. Le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales en a. Le ministère que vous aimez bien, le ministère des PME, a également des projets de ce côté-là. Il y a beaucoup de projets jeunes, mais le jeune semble être totalement étranger de cette affaire-là, Patrick. Oui, justement, c'est la question à laquelle je voulais même m'adresser. Vous voulez lui poser une question? Oui, pour lui demander, le plan triennal jeune, depuis qu'il est arrivé, pourquoi aujourd'hui on a l'impression que le Cameroun sombre toujours dans cette insuffisance alimentaire? Pourquoi on se retrouve toujours aujourd'hui? Est-ce qu'il vous arrive de faire le bilan de ces actions et le retour, à savoir que il y a de cela 3 ans, il manquait, je vais dire n'importe quoi, il manquait du macabo au marché et aujourd'hui, il y a déjà abondance parce qu'on en a financé suffisamment et voilà ce qui est arrivé. Il manquait du poisson. Donc la question est celle de l'évaluation. Est-ce que vous évaluez vos programmes pour voir s'il y a quand même des résultats? Il y a même le suivi et évaluation. Est-ce qu'il vous arrive de suivre ceux-là que vous financez? Tout à l'heure, la loi de votre pays, vous avez fait comprendre que certains en ont bénéficié et ont fui. Comment est-ce possible que vous financez quelqu'un et il fuit avec votre argent? Pourquoi? Patrick, ça veut dire qu'il y a un problème. Patrick, disons la vérité, parce que c'est la causerie, on est objectif, on dit la vérité. Tout à fait. Les Camerounais fuient avec l'argent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ils vont doter les femmes. Ils vont acheter des costumes. Je dis ceci, le FNE, je ne peux pas financer un projet cela. lorsque je ne le suis pas. Lorsqu'un projet n'est pas suivi, il fait comment? Il est évalué à partir de cet instant-là que lorsqu'un jeune constate qu'il y a un laxisme, c'est-à-dire qu'il a annoncé qu'il... Il venait avec la mauvaise intention déjà. Mais il venait avec la mauvaise intention. Il revient donc à l'État, à travers le MINJEC, de mettre des mécanismes afin que les uns et les autres ne puissent pas fuir avec ces projets. Voilà le mécanisme que Hubert a refusé sur la conduite. C'est une question. Du programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial. C'est un programme mis en place par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui vise justement à promouvoir auprès des jeunes, n'est-ce pas, ou auprès de la population de manière générale, les valeurs morales, civiques, de paix et de l'autre côté, de consolider, n'est-ce pas, la cohésion nationale. Nous nous sommes rendus compte qu'à travers ce programme, les jeunes systématiquement qui doivent bénéficier des financements devraient procéder à un passage au réarmement moral, civique et entrepreneurial. 80% des jeunes qui ont bénéficié de ce programme, on n'enregistre pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. Ces jeunes mettent effectivement en œuvre
ce pourquoi ils se sont engagés. Et l'évaluation, est-ce que vous faites régulièrement des évaluations? Est-ce qu'aujourd'hui, après la mise en place du plan triennal spécial jeunes, on peut dire que quelque chose a changé? Parce que lorsque le président le met en place, c'est pour répondre et résoudre des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque chose a changé? Effectivement, sur le plan de 2 variables, on va évoquer les projets financés. Nous avons environ 13 000 projets qui ont été financés pour plus de 45 000 emplois créés actuellement. Et les emplois créés sont autant des emplois ruraux que des emplois urbains. Voilà, j'ai évoqué tout à l'heure dans le domaine de l'agriculture. Voilà les chiffres. C'est facile parce que à date, il n'y a pas un seul arrondissement au Cameroun qui n'a pas bénéficié du plan triennal spécial. Mais maintenant, le volume de jeunes que vous avez... L'argent n'est pas fini, pourquoi? L'argent n'est pas fini, pourquoi? Vous savez... Il n'y a pas de projet. Vous savez, le financement de l'économie fait face à un ensemble de contraintes et de conjonctures que nous connaissons tous. Nous avons eu la crise Rousseau, n'est-ce pas? Nous avons eu, sur le plan des indicateurs macroéconomiques, nous avons eu le contexte international avec la crise du Covid. Tous ces aspects, tous ces éléments-là ont contraint le financement de l'économie. Et ce financement de l'économie concerne également les projets des jeunes, concerne également le plan triennal spécial jeunes. Donc la problématique des ressources qui a été, n'est-ce pas, évoquée plusieurs fois, n'est-ce pas, par les autorités compétentes, affecte également, n'est-ce pas, le financement des jeunes. Donc aujourd'hui, j'avais une autre question. Oui, juste, vous avez légèrement on va avoir 2 minutes maintenant. Tout à fait. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un impact positif au niveau du panier de la ménagère? Ça, c'est d'un. Deuxième chose, quand vous parlez de réarmement... Les projets ne sont pas spécialement orientés à l'agriculture. Oui, même bien sûr, même l'élevage et autres. Mais c'est l'agriculture. Au niveau du réarmement moral dont vous avez parlé tout à l'heure, pourquoi il vous est impossible de travailler en synergie avec les ministères phares de la jeunesse que sont le ministère de l'éducation de base, le ministère des enseignements secondaires et même du supérieur, afin de pouvoir obtenir un impact significatif auprès de ces derniers, qui d'ailleurs, lorsqu'on a enlevé carrément l'instruction civique dans les établissements, aujourd'hui les jeunes se retrouvent avec dénués de toute moralité. Merci, on comprend, c'est pour cela qu'il y a le réarmement moral pour essayer de rattraper tout cela là-bas. Mais ça doit être c'est un conseil qu'on donne au gouvernement. C'est un conseil qu'on donne au gouvernement de mettre en place une synergie qui permette justement de... Oui, Hubert, très rapidement. Oui, mais dans le réarmement moral, on dit que là-bas, si tu ne dis pas Paul Biya, tu peux également subir ça c'est... Moi, Jacques, mets la caméra sur lui. J'ai dit encore, mets la caméra sur ce monsieur. Il dit que si tu ne dis pas Paul Biya, n'est-ce pas, on considère que tu as des éléments d'incivisme. Tu n'es pas le citoyen modèle. Or, on peut bénéficier de ce projet en disant Paul Biya doit partir. On est dans l'expression du citoyen normal qui est enraciné dans un processus démocratique. Ça veut dire que dans les dossiers, il y a quand même là où on met mention. On a quelqu'un vous a dit comment on va faire page Facebook. Si votre page Facebook est comme celle du Béanvolo, où hier j'ai mis 20 personnes qui ont quasiment dans la plus petite à 80 ans. Il me charge aussi. Ça me peine. Obligé de mettre ça. Non, je ne dis pas que je suis obligé de mettre. Je suis en train de décrier. Cela, ça ne va pas être commissionné. Moi, c'est un message qu'on passe à ceux qui gèrent cette affaire. Je suis d'accord. Que ça s'adresse à tous les Camerounais. Il n'y a pas d'opposants. Il n'y a pas d'opposants. C'est la jeunesse camerounaise qui a bénéficié. Parce que moi, j'ai que les entreprises. Je vais justement recruter mes frères, même s'ils sont tous opposants, on va les indiquer, on va les compter dans les 43 millions de, c'est pas trop, 43 000 emplois, in fine. J'ai un autre problème, on parle de projet. Qu'est passé, ou alors qu'est devenu le projet de l'impôt substitution? D'accord, on fera un débat là-dessus. Il faut en faire, parce que ça fait partie des problèmes aujourd'hui. Et justement, on est sur le dossier. Et je finis, comme on est dans les propositions aussi, de manière républicaine, monsieur, on a dit que les jeunes ne vont pas dans la page sur Google. Mais les autres institutions nous trouvent dans nos téléphones, dans WhatsApp. Oui, dans les réseaux sociaux. Les influenceurs font comment pour que leur page soit en vue? Ils boostent. Boostez votre page sur Facebook. D'accord. Vous accueillez et vous pouvez justement cadrer la tranche d'âge. Parce que ça se fait. Et ça va tomber sur ma page. Dès que je mets comme ça tombe et je vais lire. Merci pour la proposition. On va sortir de l'émission. Jean-Jacques,
premièrement, pour que les jeunes Camerounais ne partent plus au Canada ou en France ou même encore dans d'autres pays, il faut revoir le critère de l'âge pour l'accès à la fonction publique. C'est une incongruité camerounaise de maintenir à 32 ans l'entrée à la fonction publique et on nomme des personnes de 65 ans. Ça veut dire qu'on fait deux politiques. Ça, c'est vrai. Ça veut dire qu'il faut revoir. Si on peut nommer quelqu'un de 65 ans à un poste de responsabilité. Pour des tâches très complexes. Voilà, ça veut dire qu'on peut aussi permettre à un jeune de 40 ans, parce que au Cameroun, jusqu'à 40 ans, on est considéré jeune. Ça veut dire qu'à cet âge, on peut entrer à la fonction publique. D'accord. Là, c'est une chose. Deuxièmement, je voudrais dire aux jeunes également de faire attention, et je vais paraphraser on est en train de finir là, le ministre Jean de Dieu Momo, qui disait que mon ami Jean de Dieu Momo, qui disait que on n'insulte pas celui qui partage la viande à la réunion. Soit il vous donne l'eau, soit il vous donne... Non, vous ne pouvez pas changer ce genre d'attitude. Non, on est pas d'accord avec vous. S'il vous plaît, c'est la République, c'est en une seconde, Jean-Jacques, avec ta qu'il ne faut pas politiser la politique de la vision. Ce que je dis, merci. Parce qu'on n'a pas le temps. Là, on va faire quelque chose. Jean-Jacques, en un mot. Il ne faut pas que cette jeunesse qui refuse la parole. Jean-Jacques, en un mot. Que allez, continuez. Celui qui partage les autres, ça va pour la réforme de quoi? Que la réforme on l'a déjà dit. Allez, politiser celui qui partage les autres. Maurice, ça va sortir l'émission. Allez, merci. Merci. Non, il ne faut pas que les 60 ans. Je suis libre également dans la sauf qu'on ne savait pas une casquette pour Ali, c'est un jeune de l'ESTIC et c'est un bac 2017. J'en ai eu 10 ans un peu plus tôt. C'est bon. 2008, on lui pardonne. Le mien est plus vieux. On lui pardonne son impère sur ce plateau. Je pense que aujourd'hui, tout ce qui est fait pour vous, sans vous, est forcément contre vous. C'est clair. Le jeune de 65 ans qui gère le ministère de la jeunesse ne peut pas comprendre ce que tu viens de dire là, Hubert. Booster la communication sur les pages. Il ne peut pas comprendre ça. Mais il a une équipe pour cela. Je me devais la communication là-bas. C'est lui. On dit bien, les hautes insouciants nous retrouvent dans les téléphones. Ils ne savent pas que, je ne sais pas si le ministère de la Jeunesse a une page sur Facebook, sur TikTok. Tout ça. Et vous mettez un peu d'argent là. Maintenant, vous allez savoir. Je vous dis, ça vous rattrape. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de venir vers l'information. Merci, monsieur. Aujourd'hui, il faut que la jeunesse soit véritablement le fer de lance de la nation. Il ne faut pas que ça reste un slogan. Parce qu'on a l'impression que pour le régime RDPC, cette jeunesse-là, vous savez, quand le chasseur, lui, va au champ avec sa lance, quand il tue le gibier, c'est pas la lance, c'est pas le fer là qui mange le gibier, c'est le chasseur. Donc on a l'impression que le fer que constitue la jeunesse est aujourd'hui rouillé. D'accord. Parce que les chasseurs refusent. Merci d'être venu. Dites-nous, on peut venir vous rencontrer au bureau. Voilà. Il y a des informations là-bas. À tout moment, est-ce que le ministère est accessible à la jeunesse? C'est bon, c'est possible. C'est très possible. Moi, je voudrais dire un mot, si vous me le permettez. Compte tenu de ce que le secteur privé est incapable, n'est-ce pas, d'absorber toute la main-d'œuvre de jeunesse, et que la fonction publique également ne peut pas absorber tout ce que ce qu'elle propose, n'est-ce pas? Il est important pour nous de promouvoir l'entrepreneuriat parce que nous pensons au ministère de la Jeunesse que l'entrepreneuriat jeune est la voie royale aujourd'hui qui permet aux jeunes de se... Et il y a les fonds pour ça. Et il y a les fonds. Cameroun est dans un chantier d'opportunités. Les jeunes doivent saisir toutes ces opportunités-là, avoir confiance aux institutions. C'est la clé du succès. Il n'y a pas de deux choses. D'accord. Il faut avoir confiance aux institutions. Venez, connectez-vous aux opportunités et le reste va suivre.
Merci d'être venu. Merci au ministère de la Jeunesse qui nous a permis d'avoir un responsable sur ce plateau. C'est la logique qu'on voudrait que tous les départements ministériels appliquent pour que les uns les autres s'expliquent. Vous avez vu la phase de questions-réponses sans passion. On vous dit merci d'être venu et merci d'avoir regardé. L'information en langue anglaise avec quelques secondes de retard, c'est maintenant. Et à 20h, c'est le grand format de l'actualité en langue française avec Arine Okomo. Très bonne soirée.